bonsoir, heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Carte sur table, c'est le débat politique sur STV. Deux thèmes principaux en débat ce soir, 4 invités, comme il est de coutume. Il faut le savoir, la communauté nationale a commémoré la mémoire de Ernest Ouandi, c'était le 15 janvier, il y a quelques jours seulement. Et à l'occasion, évidemment, le débat autour des convictions UPCistes, autour de la refondation du Cameroun a été remis sur la table et l'occasion a donc été donnée aux uns et aux autres d'exprimer selon leur idéologie cette perception, cette conception de la vie de l'État du Cameroun. On va en parler ce soir, ce sera le premier thème qui s'inspire par ailleurs d'un ouvrage qui vient de publier l'un de nos panélistes déjà installé dans le plateau, sur le plateau, Olivier Atimbob, il est du PCRN, candidat à la députation dans les Bamboutos, on va le découvrir dans un moment. Pour dire également que derrière ce débat, on va reparler d'une autre actualité selon les expertises des uns et des autres. Invités ce soir, crise et violence en milieu scolaire, la communauté éducative, mais également toute la République a été interpellée ces derniers jours, ces dernières semaines par un ensemble de faits qui se sont déroulés soit dans les établissements, soit autour des élèves, des enfants, des scolaires, des faits liés à la violence. On aura également un décryptage sous fond d'analyse, surtout pour recueillir des propositions de solutions afin que la sérénité revienne à l'école. Si tant il est vrai qu'elle est partie, il faut peut-être le dire pour le rappeler qu'aujourd'hui même, un ensemble d'enseignants à l'appel de leurs syndicats se sont vêtus tout de noir pour exprimer ce mécontentement vis-à-vis des agressions et des violences dont sont victimes les enseignants. Mais plus que l'actualité nous l'impose, on va dire un mot sur ce CHAN, le championnat d'Afrique des Nations de 2020 que le Cameroun va accueillir entre le 4 avril, du 4 au 25 avril. Mais déjà, c'est la dernière ligne droite avec les préparatifs qui s'accélèrent. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique est à Douala en ce moment. En route pour Yaoundé, il vérifie tout le dispositif. En route pour Limé, il vérifie tout le dispositif, infrastructure sportive, hôtelière, routière, sanitaire, bref, pour s'assurer que le Cameroun sera au rendez-vous de cette compétition. Notons que l'équipe nationale de football à prime, qui est d'ailleurs en stage à Douala, a livré un match amical cet après-midi contre Bamboutos Zobouda. On va en dire un mot, juste derrière la transition. Emmanuel Combe, bonsoir. Bonsoir, député. Bonsoir à tous les téléspectateurs de STV, de Carte sur table. Membre du comité central du RDPC, non moins coordonnateur du site pour le CHAN 2020 de Bépanda. Le site de Bépanda qui compte un stade et l'annexe de ce stade. Vous allez donc déployer des stratégies là-bas pour intéresser l'opinion, le public. C'est à cette double casquette que vous êtes là, on va dire un mot là tout de suite. Le temps de dire bonsoir également au docteur Ambroise Louison et Somba, enseignant. Bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Permettez-moi, si vous en avez gré, de saluer avec respect les autres co-panélistes. Merci d'être également là ce soir. C'est moi. Hilaire Amekoué, bonsoir. Bonsoir DT, bonsoir grand frère. Je salue le docteur Isomba et mon co-panéliste de la droite. J'espère que le thème choisi aujourd'hui est un thème assez important, la refondation de notre pays. Et je crois que nous allons en discuter et surtout en proposer pour que nous puissions sortir de là. Il est de l'UPC Manidem, ou autrement dit UPC des fidèles. Tout à fait. On va essayer d'en comprendre les contours tout à l'heure. Et enfin, Olivier Atimbob, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dibita Tongo. Bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous les compatriotes du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bonsoir également à tous les cabralistes, notamment du côté des Bamboutos. Je sais que vous êtes très nombreux ce soir à nous écouter. J'en profite pour vous adresser à tous mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année.
J'ai voulu vous stopper parce que je voulais dire que le temps de la campagne n'a pas encore commencé. Je rappelle néanmoins pour le préciser que vous êtes effectivement candidat à la députation dans les Bamboutos pour le compte du PCRN, le parti de Cabral Libye. Effectivement, je parlais de mes compatriotes des Bamboutos et de Galim notamment, qui est la région où je suis, qui est la ville où je suis né. Merci infiniment d'être là. Vous êtes auteur de cet ouvrage. Je peux y jeter bien entendu. Voilà, un coup d'œil. C'est le dire, la refondation du Cameroun, préface de Cabral Libye d'ailleurs. Olivier Timbop Tchosngang. On va le découvrir tout à l'heure. Mais Hervé, je commence par vous. Ce soir, vous êtes quoi? Un coordonnateur, un citoyen heureux au regard des préparatifs d'évolution des travaux sur le site notamment de Panda, mais plus que vous y êtes, vous êtes dans l'organisation, certainement vous avez un regard plus global sur les différents sites où vont se jouer les rencontres du Chan. Mais écoutez, je suis un homme plus qu'heureux, d'abord parce que il est définitivement là le Chan, comme vous l'avez indiqué, le championnat d'Afrique qui va avoir lieu du 4 avril au 24. Et puis la CAN 2021 aura bien lieu au Cameroun. Alors, au-delà du site de Douala-Bépanda, parce que Douala s'est scindé en deux à cause de son importante population et des infrastructures que nous avons. Nous avons donc Douala-Bépanda, dont je suis le coordonnateur, et Douala-Japoma, donc l'honorable Ndoké est le coordonnateur. Donc nous travaillons de concert et depuis ce matin, nous avons reçu la visite et du ministre du Sport et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Molekombi, et du président de l'Africa Foot et de toute l'organisation de la CAN 2021 pour voir l'état exact des infrastructures et avancer sur les préparatifs de ces deux événements. Vous savez que parmi ces infrastructures, Douala-Bépanda est en situation de réception. Ce n'est plus, on n'attend plus rien. Et Bépanda, Japoma, en ce qui concerne Japoma, le stade principal est fini. Les stades annexes aussi, ce sont les stades, la piscine et tout, qui sont dans le travaux. Donc nous ne sommes plus dans le bavardage. Alors je profite quand même pour dire que vous voyez, c'est extraordinaire. Nous allons vivre des événements au mois de février où nous inviterons toute la jeunesse parce que c'est quand même un legs que le président Paul Biya va laisser à la jeunesse. Il n'y a aucun autre pays africain qui a une infrastructure sportive de cette qualité. Il y aura un avant 2020 et un après 2020 en matière d'installation sportive. Donc tous les aboyeurs et les entrepreneurs du doute, du pessimisme, ici comme ailleurs, il y a un qui continue à prendre trop de liberté avec la vérité, qui s'appellerait Parlant des aboyeurs, oui. Et peut-être à raison, il faut néanmoins noter que la question de l'accès aux infrastructures reste peut-être pas entière, mais posée. Mais écoutez, vous avez là, merci de poser cette question, parce que vous avez des gens qui vous disent j'ai une belle femme, mais simplement ses parents ont un chien. Alors il faut savoir si vous voulez la belle femme ou vous avez peur du chien. Vous comprenez? Nous n'avons pas dit, et personne n'a commencé par le premier sportif Paul Biya, on n'a jamais dit que par la faveur de l'organisation de la CAN et du CHAN, tous les problèmes du Cameroun vont être résolus. Mais nous avons dit que nous allons faire un bon qualitatif et il est là. Il est incontestable. Nous avons parmi les plus belles infrastructures sportives. Nous avons parmi les plus beaux stades au monde. Et c'est une réalité. Donc je crois qu'il faut maintenant passer du temps de la parole dispersée au temps du travail, la préparation. Et sous la conduite du président du COCAN Total 2021, c'est-à-dire le professeur Narcisse Molekombi, nous sommes très avancés. Et en ce qui concerne Douala, vous savez que c'est monsieur le gouverneur Ivan Adibois qui est le président du site de Douala. Nous n'avons aucun complexe et nous passons beaucoup de temps. Donc depuis le matin, nous avons fait toutes les unités, y compris les stades annexes jusqu'à Bonamoussadi. Nous avons assisté au match des Mangwa Boys contre l'équipe nationale A' au stade annexe de Bépanda. Et je peux vous dire qu'il a suffi simplement qu'on dise aux jeunes qui peuvent entrer. Il y avait plus de 2000 jeunes qui sont venus voir ce match au stade d'entraînement. C'est extraordinaire et nous allons très rapidement organiser une manifestation pour que tous les entrepreneurs de la désinformation sachent qu'ils ne peuvent pas continuer à
faire comme s'ils ne voyaient pas ce que tout le monde voit. Donc, je suis un homme heureux, oui, de participer. Et je peux vous dire que c'est une chance que l'histoire vous mette dans cette histoire. J'étais assis à Japoma aujourd'hui. J'étais comme une petite pierre comme ça au milieu d'un monde. 5 étages, le stade de Japoma, tout couvert. Nous avons été même à Mbapelepe. Je me suis souvenu du dernier match que j'avais vu à Mbapelepe en 1963. Plusieurs d'entre vous n'étaient pas nés. Moi, j'avais 10 ans. C'était Caïman contre Oris de Douala et Caïman avait battu Oris 1-0. Et ça n'a plus rien à voir avec quand vous dites plusieurs d'entre vous n'étaient pas nés, vous me regardez. Je te regarde. Alors, il faut quand même que je dise ce qui se passe. Douala Bepanda, qu'on appelle le stade de la réunification, je peux vous assurer, Dipita, que ça n'a rien à voir avec le stade construit en 72 que nous avons connu. Rien à voir. Je crois qu'il a 40 000 places désormais. Il a 40 000, 38 000 plus, mais disons 40 000. Hein? Et puis, il est totalement sécurisé. Et je peux vous dire, les accès sont... C'est merveilleux, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Quand on a construit le stade de Douala Bepanda, c'était la forêt. Et j'étais aujourd'hui au stade de Japoma, au complexe sportif de Japoma, qui lui est sur près de 80 hectares. Disons, il y a 44 hectares qui sont déjà faits. Rien que les parkings peuvent accueillir 6 000 voitures. Le parking est sur près de 24 hectares. C'est extraordinaire ce qui se passe. C'est un pays qui change. Et contrairement à ceux qui ont raconté que c'était un luxe, non. À l'occasion des manifestations sportives, un pays fait un bond en termes de développement. Sachez que la cité universitaire de Paris, aujourd'hui qu'on appelle cité internationale, avait été construite à l'occasion des Jeux Olympiques. Et sachez que les grandes gares qui se trouve à Paris, Austerlitz, la gare d'Orsay, qui est un musée aujourd'hui, avait été construite à l'occasion de l'exposition universelle. Donc, ces grands rendez-vous, n'est-ce pas, sportifs, sont d'abord une fête à la jeunesse, et je vais l'inviter, mais c'est l'occasion aussi pour le développement, l'aménagement du territoire, et Douala change de visage. Maintenant, il faut qu'on mette la propriété aussi. C'est l'appel qui a été lancé par le gouverneur. Nous aurons une journée de propriété tous les jeudis où même les gouverneurs, le gouverneur, le préfet, les sous-préfets, tout le monde, toute l'élite, vous êtes d'ailleurs invités. Vous-même, vous êtes membre du comité d'organisation et tous ceux qui sont ici. Chacun devra montrer qu'il met de la propriété dans cette ville parce que nous allons accueillir le reste de l'Afrique et le monde entier. Olivier, quel regard vous jetez sur cette compétition, les préparatifs, le Cameroun qui enfin accueille 6 stades de prévus, 7 d'offerts, 6 déjà prêts pratiquement? 8. On aura 8 au total. 8 sur tout le territoire. D'accord. Enfin, c'est une très bonne nouvelle. De toutes les façons, ce sont des moments que nous attendions depuis de très longues années. Ce sont des moments qui vont permettre aussi à nos opérateurs économiques de redynamiser leurs affaires. Bon, seulement, on va évidemment regretter que cela arrive toujours tardivement avec des impréparations. En tout cas, on ne revient pas sur toute cette histoire de la CAN. Mais on espère que les prochaines fois qu'on fera les CAN, qu'on ne sera pas toujours en train de courir derrière le temps. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas, à chaque fois qu'on commet des erreurs, répéter ces mêmes erreurs. Donc voilà, bravo pour le travail que vous faites pour la CHAN. Toujours est-il que les prochaines CHAN, les prochaines CAN, il faudra être à l'heure dans les temps. Absolument. J'ai manqué de dire, et vous me le rappelez, quand vous avez noté les opérateurs économiques, vous êtes expert sur les questions de finances. Hein. Effectivement. Hilaire, le CHAN. Bon, le CHAN... Après avoir écouté attentivement le grand frère Hervé il vous a convaincu? Non, pas du tout, au contraire. Bon, je dis... Vous savez que les vaccins ne soignent pas tout le monde. Voilà, est-ce qu'il en a besoin? Oui, il a besoin. Donc, disons que... disons seulement à la bonne heure et que... nous ne puissions pas être demain en train de nous dédire par rapport, parce que c'est toujours avec une telle conviction qu'on nous a annoncé la CAN de 2019 et jusqu'à la dernière minute tout le monde était convaincu. Je vois encore mon ministre en train de rabrouer pratiquement mon confrère en disant que le chef de l'État a décidé, ça va être ainsi. Bon, espérons que cette fois-ci c'est la bonne.
Je peux dire, juste, pardon, professeur, je peux dire une chose. Une chose. Lorsqu'on a confié la CAN 2019 au Cameroun, c'était une CAN à 16 clubs. Yeah. D'accord? Et avec le glissement qu'il y a eu, il faut savoir que le CHAN qui va avoir lieu en avril aura 16 clubs. Douala va habiter 8 clubs, parce que Douala est la seule ville qui va avoir un site de complexes. D'accord? Yaoundé va avoir 4 clubs. Limbe va avoir 4 clubs. Ça fait au total 16 clubs. Ouais. Ce glissement, nous l'avons pas souhaité. Il a eu lieu, oui. On a plus de retard. Mais je peux vous assurer que avec rien que les infrastructures qui sont prêtes aujourd'hui, on pouvait jouer cette CAN à 2019. Et avec les infrastructures que nous avons aujourd'hui, même si Olembe n'était pas fait, on peut jouer la CAN. D'accord? C'est pas le souhait. Nous voulons avoir Olembe parce qu'Olembe va changer de Yaoundé. Nous voulons avoir Garoua, Bafoussam. Nous voulons avoir des équipes. D'ailleurs, Bamboutos qui me sont si chers au cœur, il n'est pas exclu que Bamboutos en Bouddha, que ce soit un stade d'entraînement de premier plan. Donc, je veux vous rassurer, c'est tout ce que vous voulez dire. On ne va pas faire la polémique sur les retards. Si je peux me permettre, la question principale qu'il pose, ce n'est pas autour du fait de passer de 16 à 24 équipes. C'est beaucoup plus par rapport au reporting de projet qui a été fait. Non, c'est derrière nous maintenant, monsieur. Oui, évidemment, c'est derrière nous. Mais du moins, on s'entend que les prochaines fois, nous devrons éviter ce type de communication. Ambroise Somba, le CHAN. Oui, le CHAN et la CAN. Je pense qu'indistinctement, il faut pouvoir indiquer que les Camerounais ont gardé un goût amer en 2019. Et je pense que nos autorités, nos dirigeants ont pris les taureaux par les cornes pour comprendre que au glissement, il faudrait qu'on passe à quelque chose de plus effectif. Donc, il n'y a plus lieu d'aboutir à un éboulement après le glissement. Je pense que j'ai suivi le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui communique chaque fois qu'il fait des descentes sur les différentes infrastructures. Et j'ai également suivi la mission presque évaluation et la mission conseil de la CAF qui était dernièrement ici au Cameroun. Constant Omari l'a dit. Il a dit, il était au stade de Japoma, il a vu un stade au standard international qui peut accueillir une Coupe du Monde. Donc, le seul regret, peut-être que je peux émettre, c'est que les infrastructures, surtout routières, sont celles qui me semblent encore les plus préoccupantes. Donc, il faudrait qu'on y mette un peu un coup d'accélérateur. Et surtout que cette chaîne et cette canne viennent à point nommé. Vous savez que nous avons des problèmes d'infrastructures routières. Quand aujourd'hui, vous constatez que toute la ville de Douala est presque en chantier, ça rassure les uns les autres. Donc, moi, au départ, j'avais un goût de pessimiste, mais je pense qu'il serait rapidement mieux à quelque chose de positif et tous les Camerounais attendent ce grand événement sportif continental. Le professeur Narcisse Moël Kombi va donc également se rendre à Limbe pour faire le tour. Mais là-bas, Limbe, il n'y a plus pratiquement d'inquiétude, parce que Limbe a déjà accueilli la Coupe d'Afrique des Nations dames féminine. Et donc, ça a été une preuve de ce que... D'ailleurs, là, le docteur Luisan Issombapa a juste titre des pénétrantes vers ces infrastructures. C'est une très grande préoccupation. Mais ce n'est pas le CHAN ni la CAN 2021 qui sont inséparables, d'ailleurs, qui ont posé le problème de la mobilité urbaine. Au contraire, ces deux événements couplés vont être une solution puisqu'ils imposent qu'on ait des accès à ces infrastructures. Donc, Douala Bepanda, je peux vous dire que les infrastructures sont prêtes, tout est fait. Et en ce qui concerne Douala Japoma, vous avez vu l'accélération après le changement de l'équipe. McGill fait un travail extraordinaire. Vous avez vu la largeur maintenant de la route. Nous avons été là-bas aujourd'hui. Vous nous direz qu'il y avait des motards, mais je peux vous dire que la fluidité, la circulation s'est améliorée. Notre souci est plutôt sur la salubrité et tout ça, parce que nous sommes sûrs que les voies d'accès vont être libérées et réalisées avant... La salubrité interpelle également la conscience des citoyens en tant qu'individus. Ah ben ça, tout le monde est responsable. Quels sont ceux qui font les déchets? Ce n'est pas une personne sur une autre planète. Ce sont bien les habitants de Douala. Quels sont ceux qui ne respectent pas les espaces, la voie publique, les emprises publiques? Ce sont les habitants de Douala. Tout le monde doit se discipliner, mais bon, force va rester à la loi. Et je suis heureux que Tara soit là, mais il est plus beau encore. J'avais apporté une affiche. Tara soit là, et je peux vous dire que c'est extraordinaire. Si vous voulez, vous voyez les salles de massage, les emprises. Je vais d'ailleurs inviter les jeunes
de la ville de Douala, il peut venir jusqu'à 30 000, 40 000 pour qu'ils découvrent ce qui est leur patrimoine, leur héritage maintenant, le complexe Douala-Bépanda, et plus tard avec mon ami l'honorable Joker, on le fera visiter aussi Douala-Japoma. Douala-Bépanda parce que Douala-Bépanda est en cours de réception. Donc tout est prêt. J'espère qu'on aura les moyens pour inviter les artistes. On peut faire du spectacle et tout, mais là on va dévoiler la date. Au mois de février, les jeunes de la ville de Douala vont cesser d'être les victimes ou les otages des entreprises de désinformation. Merci. Ils vont s'approprier ce qui est leur propriété maintenant, les complexes sportifs de Douala-Bépanda. Alors, pour être complet, en match amical, les Lions a primo fait 1-0 face à l'équipe de Bouddha. Ouais. Babotos de Bouddha. Une meilleure équipe. Hein. Je m'explique, je suis supporter de Mangwa Boss. Et puis, plus loin chez les aînés, il faut savoir que le tirage au sort pour les qualifications de la Coupe du Monde de 2022 ont été faits. Le Cameroun hérite du groupe D. Il est avec la Côte d'Ivoire, le Mozambique et le Malawi pour cette première phase. Uniquement le premier du groupe sera qualifié pour la suite de cette compétition. On prend la transition et on entame le véritable premier point de débat de ce soir. Parlons de la refondation du Cameroun. Mais avant, quelle est l'inspiration de votre œuvre, Olivier? Monsieur Dipita Tongo, vous l'avez dit à l'annonce de cette émission, nous avons simplement voulu remettre à jour, remettre d'actualité une vieille idée de Ruben Oumniobé autour de cette refondation du Cameroun. Pour dire que c'est une vieille idée qui nous semble importante aujourd'hui à remettre d'actualité et portée par des hommes nouveaux, notamment des jeunes aujourd'hui qui vont briguer les mandatures pour les législatives et pour les municipales au Cameroun, les jeunes du Parti camerounais pour la réconciliation nationale du président Cabral Libi. Donc nous sommes dans cette dynamique où nous pensons qu'il est temps de remettre un peu à jour, de reconstruire ce pays sur de nouvelles bases. Et cette refondation repose sur la prise en considération d'un certain nombre d'éléments que nous connaissons tous. Par exemple, nous devons refonder notre institution, nos dispositifs institutionnels. Nous devons, par exemple, refonder notre système éducatif. Et je pense que nous allons en parler en long et en large au cours de cette émission. Redonner, par exemple, le rôle aux acteurs, le bon rôle aux acteurs de l'éducation, les parents d'élèves, les enfants, etc. Nous devons refonder typiquement notre modèle de gouvernance qui aujourd'hui est centré autour d'un seul homme, le chef de l'État, M. Paul Biya, qui est l'alpha et l'oméga. Ça ne peut plus continuer comme ça. Nous devons refonder notre modèle économique pour permettre à ce que les populations puissent désormais se lancer dans des activités porteurs de valeur ajoutée, et notamment l'agriculture, l'élevage, l'agro-industrie, toutes ces activités, et aussi permettre à ce que toutes les populations puissent bénéficier des ressources de notre pays. Nous devons refonder un certain nombre de choses. Je vais les lister encore. Nous devons refonder, typiquement ici, notre matrice de pensée. Ce n'est pas que... En clair, c'est davantage un programme politique. Alors, on est sur une refondation complète du Cameroun. Ce n'est pas, là on est, en fait c'est une vieille idée, en même temps que je remets, quand je dis je remets à l'ordre du jour. Ce n'est pas le programme politique clairement à proprement parler, mais elle s'inscrit dans une idéologie que nous avons bâtie au sein du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Alors Hilaire, vous à l'UPC Manidem, je veux dire, parlant de la refondation, s'inspirant de Oumniobé, c'est davantage une idéologie qui se dit le Cameroun dans sa trajectoire actuelle n'a pas forcément pris le bon chemin, et vous le pensez autrement? Effectivement, parce que il faut dire que nous posons deux problèmes particuliers, ce que nous avons appelé
la résolution du contentieux historique franco-camerounais et la résolution du contentieux historique camerouno-camerounais. Ceci veut dire, bon, donc, vous savez très bien que en décembre 1951, Oumniobé, à la tête d'une délégation de 21 personnes, s'est rendu à Kumba pendant un congrès qu'on appelait Congrès de la réunification d'un petit parti du Ouest Cameroun. Et Oumniobé n'a cessé de marteler que si on va à l'indépendance avant la réunification, ça posera un problème. Donc, ce contentieux camerouno-camerounais, contentieux historique camerouno-camerounais, doit être vidé. Le deuxième contentieux, c'est le contentieux franco-camerounais. Parce que la France a sabordé ce programme qui consistait à aller à la réunification, à l'indépendance et à travailler pour le bien-être du peuple camerounais. La France a sabordé cela et nous sommes arrivés à une indépendance factiste, sans constituante, et aujourd'hui, ça repose ce problème. Donc, nécessairement, le Cameroun doit être refondé de fond en comble, en commençant par une constituante où les Camerounais doivent s'asseoir, se regarder, se parler et se pardonner. Parce que c'est des flots de sang qui ont coulé dans le pays. Et on ne sort pas d'une telle situation tout simplement comme ça et on commence à se balader comme si de rien n'était. Donc, il faut une constituante, il faut un véritable dialogue. Et ensuite, tout ceci là, nous mettons ça dans un seul mot que nous avons appelé la nécessaire transition. Il faut une transition. Ambroise Isomba, la problématique évidemment date depuis des années des indépendances. C'est à croire qu'on n'en finira presque jamais. Aussi longtemps peut-être que ceux qui ont la verve dans ce débat-là n'ont pas forcément accès aux manettes de la République, parlant du pouvoir de gouvernance. Oui, justement, regardez qu'aujourd'hui, il y a lieu, compte tenu des événements ou les faisceaux d'indices que nous observons, il y a véritablement lieu de repenser l'État, d'abord repenser avec eux, pour dire qu'il faut réfléchir une nouvelle institution, et repenser avec, c'est-à-dire l'État est malade, il faut voir dans quelle stratégie et dans des mécanismes que nous pouvons mettre en place pour essayer de ramener un État nouveau. Regardez, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt presque l'approche prophétique de Ben Oumniobé. Il a dit le pouvoir ira vers des gens qui porteront de longues robes et il a indiqué que ce sera au nord. Ensuite, le pouvoir va aller vers des champs, ou des champs en maïs, des champs en manioc, et il a évoqué les grands bêtis. Et c'est ce que nous sommes presque en train de voir. Et à ce deuxième niveau de sa pensée prophétique, il a indiqué que il y aura de la souffrance, il y aura du désordre, il y aura du bain de sang, et que c'est la troisième génération, en fait, si on peut le dire ainsi, c'est-à-dire avec ceux-là qui auront un pas un peu plus court. On aura donc un jeune qui sortira de nulle part, non pas de l'établissement politique, mais qui sortira de nulle part, qui sera intelligent, qui sera polyglotte, qui va résoudre un certain nombre de choses et que l'État du Cameroun reviendra dans presque quelque chose de gloire. Moi, je dois vous dire simplement que l'idée de la refondation de l'État me paraît importante et se pose avec acuité. Regardez aujourd'hui, je voudrais simplement m'appesantir sur la structure même de l'État. Je prends l'élection présidentielle. Je pense qu'aujourd'hui, il nous faut passer à une élection présidentielle, non plus uninominale, mais une élection de liste. Par exemple, si on a un Difford qui est tête d'une liste, il faudrait que le deuxième soit un francophone pour respecter le syncrétisme culturel camerounais. Et si on a un francophone, Paul Biya, il faudrait que le second qui le suive soit peut-être John Gouté. On est un anglophone. Là, on aura les chances de ce que, quels que soient les cas, soit on aura un anglophone à la tête de l'État, soit on aura un francophone. Et même si on a un francophone, avec les techniques de vacances, c'est-à-dire de démission, de décès ou d'inaptitude à exercer le pouvoir, il est possible d'avoir un anglophone si on a eu un francophone à la tête de l'État. Donc voilà les choses sur lesquelles
on peut... Il y a également la bonne gouvernance. Vous voyez aujourd'hui, si quand on jette un regard synoptique dans nos prisons, on se rend compte que le phénomène de la corruption a pris des proportions inquiétantes. Et le président de la République, d'ailleurs lui-même il avait dit, il est monté au créneau. Et si aujourd'hui il mène une bataille acharnée, c'est justement dans le sens de la lutte contre la corruption qui n'arrive toujours pas à juguler parce que les gens utilisent des stratégies au fil des années. Donc voilà des choses sur lesquelles, sur le plan justement de la théorie institutionnelle aussi, voir dans quelle mesure l'État ne serait plus, n'aura plus cette approche jacobine. On aurait voulu avoir un État qui a désormais une approche girondine. C'est-à-dire qu'en fait, l'État peut devenir aujourd'hui un État manager, un État qui négocie, un État qui n'est pas forcément là, comme le disait quelqu'un, pour avoir le marteau et frapper. Non. Aujourd'hui, il faut évoluer dans la théorie institutionnelle pour comprendre que la nécessité de la refondation du Cameroun s'impose avec acuité. Hervé, partagez-vous ce même regard ou alors cette même, je ne veux pas dire philosophie, démarche parlant de refondation du Cameroun qui tend à dire que rien n'a marché jusqu'ici, rien n'est fait pour que les Camerounais puissent être confortés dans leur citoyenneté, dans le besoin de profiter de leur richesse, et ce depuis les indépendances au profit des puissances qui ont évidemment colonisé le Cameroun, d'où cette volonté de refondation. Vous êtes dans la même démarche, dans le même schéma? Pas du tout. Moi, j'ai le respect pour la gymnastique intellectuelle des uns des autres. Je veux dire, chacun de nous est libre de rêver, de faire de preuves. Bon, il a au moins quelque chose qu'on a en commun, c'est-à-dire quand le président parle d'un Cameroun nouveau, ça veut dire un Cameroun qui évolue. Il parle de la fondation. Bon, non, attendez un peu. Je voudrais d'ailleurs rappeler qu'autour de nous ici, plusieurs de ceux qui s'appuient sur l'œuvre et la pensée de Ruben Omiobé pour se projeter dans cette politique n'ont pas vécu cette époque. Ils sont nostalgiques de quelque chose qu'ils n'ont pas connu. Moi, j'ai vécu cette époque. Laissez-moi vous dire que j'en ris quand j'entends tout cela. Ruben Omiobé ne fait pas de lui un marabout, un voyant ou quelqu'un qui faisait les prévisions de l'avenir parce qu'il voyait et savait tout. C'est quelqu'un qui était forcément un leader nationaliste qui avait des convictions et qui pensait qu'il y avait des conditions dans lesquelles nous devions vivre mieux. Bon, pour revenir au débat qui est ici, je constate qu'il y a 3 versions de ce qu'ils disent de la refondation. Monsieur fait de la communication. D'abord, vous voyez qu'il est très télégénique. Il regarde la télé. Ils sont en panne de projets politiques et pendant la campagne présidentielle, avec un brillant intellectuel comme lui, on n'a pas vu un seul mot dans la bouche de celui qu'il appelle le président, son candidat de refondation. Monsieur, lui, il est membre d'un parti dont l'idéologie est fondée sur les rétroviseurs. Il veut vivre un passé dont plusieurs d'entre eux n'ont pas été témoins. Et vivre dans le passé, ce n'est pas une meilleure façon de conduire une voiture. Et puis, il y a l'universitaire qui pense que tout ne va pas bien. C'est son droit, d'ailleurs. Ils enseignent ça aux étudiants. Mais il se trouve que lui, il est né après l'indépendance et il est devenu professeur. C'est déjà quelque chose de bien. Bon, pour cesser sur cette voie polémique, je pense que personne ne peut dire qu'un pays reste figé. Je pense que, bon, nous on choisit des mots qui nous paraissent être moins spectaculaires. Le mot c'est l'adaptation. S'adapter. Vous avez entendu le discours du président au 31 décembre. Nous devons tout le temps créer un pays adapté à l'évolution du monde, un pays adapté à la compétition internationale, un pays ayant une bonne gouvernance, on est d'accord, il n'y a aucune œuvre humaine qui soit achevée, et un pays où on crée de la valeur ajoutée en termes de qualité de vie, des conditions de santé, de l'éducation, comme nous verrons tout à l'heure, de la protection de la jeunesse. Alors, moi, le mot de fondation, c'est une stratégie de com', n'est-ce pas? Et puis qui a des élans démagogiques en disant tous ceux qui sont nés avant nous ou tous ceux qui sont aux affaires n'ont rien fait. Nous allons créer un pays qui n'existe pas, où tout le monde sera heureux. Allez, on rase tout, on entre au paradis. C'est de la démagogie, monsieur. Il est là, et puis... en fait, j'aurais été surpris que
le grand frère Hervé Emmanuel dise autre chose. Parce que déjà en 1975, il chantait déjà Aïdjo Adam Sebolo. Bon, donc... je ne fais pas partie de ceux qui chantaient ça, mon cher. Alors, donc on ne peut pas. On ne peut pas, soyons sérieux. Je suis d'accord avec lui sur sa réserve par rapport à la prophétie de Oumniobé, parce que Oumniobé n'était pas marabout. Ça devient une église de réveil. Moi, j'ai fait des recherches sur l'UPC et j'ai vu cette prophétie nulle part, sinon sur les réseaux sociaux. Donc, qui par ailleurs n'existait pas à l'époque. Voilà. Donc, mais il faut préciser que Oumniobé a dit quand même des choses importantes. Notamment, nul n'est prophète en politique, mais les hommes de cœur savent prévoir des situations et chercher des solutions pour éviter le pire. C'est par exemple cela qu'il a fait en 1951 en disant que si on va à l'indépendance sans la réunification, le problème se poserait. Aujourd'hui, nous sommes véritablement dans un problème. Et bon, le grand frère aime bien me tenser chaque fois en parlant de rétroviseur. Lui, il conduit. Et je crois qu'il a toujours besoin de son rétroviseur. Mais non, il a toujours besoin de son rétroviseur. Donc, bon, parce que un peuple, actuellement, il y a un problème. Le problème, c'est que on voudrait effacer la conscience. Et ceux qui le font, soit ils n'ont pas d'histoire, soit ils n'ont pour histoire que leur naissance. Donc, ça gêne que l'UPC, qui a une histoire, pose ce problème-là. Parce qu'un peuple qui ignore son histoire s'ignore et, effectivement, ne sait pas où il va. Nous vivons ça aujourd'hui. Parce que l'histoire du Cameroun n'a pas été enseignée aux élèves au Cameroun, la conscience nationale a foutu le camp. Et aujourd'hui, le grand frère le sait très bien, De Gaulle, en France, qu'on soit de la gauche, de la droite, ou... Bon, on sait quand même qu'il a fait quelque chose. Le Cameroun est le seul pays où on se moque carrément de ceux qui sont allés jusqu'au sacrifice suprême pour ce pays. Quand bien même leur champion reconnaît cela, on trouve quand même dans la mêlée qui ne reconnaissent pas cela. Donc, l'UPC a été créé pour résoudre un problème. Et tant que le problème ne sera pas résolu, eh ben, il faut qu'il résolve le sien déjà en existant. Non, il faudrait qu'on se comprenne. Il faudrait qu'on se comprenne. Non, s'il vous plaît. Le problème de l'UPC, c'est le problème du Cameroun. S'il vous plaît. Il faudrait qu'on se comprenne. Je ne voulais pas que vous continuiez. Il est terminé. Grand frère, je continue. Je dis ceci. Si tu me laisses 2 secondes, tu vas terminer. Non, j'avance. Je dis ceci, n'est-ce pas? Ouais. Il y a 2 problèmes qui ne sont pas résolus. Ouais. Je crois. Une fois, nous étions toujours sur cette table au début du conflit dans l'Ouest Cameroun, où tu m'as dit clairement... Le Nord-Ouest. Oui, tu m'as dit clairement que la forme de l'État, on ne discute plus de ça. Oui. Bon, je suis encore sur cette alors, question. nous nous rendons compte aujourd'hui qu'un Premier ministre dit qu'on peut tout discuter, un ministre dit... Sauf... On ne discute pas, et finalement, le chef de l'État donne raison au ministre. Donc, ces 2 problèmes-là, tant qu'ils ne sont pas résolus, c'est-à-dire la nature de l'État, parce qu'aujourd'hui, nous vivons un État néocolonial. Oh. Bon, le problème de la nature de l'État doit être débattu, et maintenant, le problème de la forme de l'État. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une constituante pour le décider. Mais il n'y a pas eu de constituant. Je peux placer un mot avant que vous continuiez, puisque je suis dans un match, je joue contre 3 équipes. Ah, non. Bon, Pas du tout. deux principales. Non, il ne faudrait pas que ce soir, on crée un malentendu. Il n'est pas question ici pour moi, fils du P6, de dire qu'Oumniobé n'a rien fait. Et encore moi, j'ai l'avantage sur plusieurs Camerounais de l'avoir connu. J'ai eu une proximité avec lui, même enfant. Donc, notre débat n'est pas autour de ça depuis tard. Oumniobé, pour son temps, a joué un rôle, c'est un héros national, et il s'est exprimé, il allait jusqu'au don de sa personne. Tout à fait. C'est-à-dire, il faut associer à son œuvre Ernest Ouandié,
n'est-ce pas, Roland Mounier, et beaucoup d'autres. Dans le Bamboutos, il y a des anonymes qui ont sacrifié leur personne. Tout à fait. D'accord? Donc, ne ramenons pas tout le temps le débat sur Oumniobé, parce que c'est très facile, comme dans certaines églises de réveil, de prendre un sujet sur lequel on ne discute plus. Mais la question que je pose aujourd'hui, au-delà du vocabulaire héroïque, c'est de dire que la question du développement, on la regarde en se projetant, pas en se retournant. Et quand je l'ai dit, c'est pour dire que la refondation, si c'est une façon pour vous de dire améliorer la gouvernance, on est d'accord. La refondation, si c'est une façon pour vous de dire accélérer le développement, on est d'accord. La refondation, c'est de dire s'adapter, oui. Mais si la refondation, c'est d'aller prendre une théorie de 1951, je n'étais pas né, pour l'appliquer en 2020-2021, je pense que là, vous êtes dans le rétroviseur. Nous, on est en train, alors, encore une fois de plus, je vais préciser, vous l'avez dit, moi, je n'ai pas besoin d'avoir vécu nécessairement la période de Oumniobé pour parler de refondation du Cameroun. Je parle de refondation du Cameroun parce que j'observe. Et d'ailleurs, moi, l'idée de ce livre m'est venue au moment de la campagne présidentielle, la dernière campagne présidentielle, où j'ai eu l'occasion de sillonner tout le Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans la caravane du président Cabral Libi, où j'ai découvert quasiment 60 villes et villages du Cameroun, où j'ai découvert l'état désastreux dans lequel certains villages avaient été délaissés, certaines populations sont délaissées. Je vous dis par exemple, il faut peut-être aller à Fidjil, la commune où M. Zourma Paban postule en tant que pour la mairie, pour se rendre compte qu'un enfant peut encore mourir parce qu'il n'a pas de l'eau à boire. Il faut peut-être aller à Bamindji, à quelques kilomètres de Galim, pour se rendre compte que pour voir un enfant de moins de 10 ans qui vient qui a fui les exactions dans le Nozo, qui est arrivé dans le dispensaire de Bamindji et où il n'a pas étant malade et où il ne trouve pas de médecin. Vous connaissez un pays où on a tout? Non, on ne dit pas qu'on a tout, mais il y a un minimum. Je veux dire, aujourd'hui, on est dans une situation où le Cameroun s'est énormément déshumanisé. Bon Dieu. Clairement, on est dans une situation où la peine de l'autre n'est plus importante. On est dans une situation où oui, on va en parler tout à l'heure de la déresponsabilisation sociale. Pourquoi est-ce qu'on arrive dans des situations où les gens ne se manifestent plus cette colère collective par rapport à des situations qui se produisent? Donc la refondation que vous prenez est davantage factuelle et très peu idéologique. Je dis bien remettre à jour l'idéologie basée sur le progressisme, c'est-à-dire l'amélioration progressive des conditions de vie des citoyens. Quantitativement et qualitativement, on en est là. Ne me parlez pas toujours du passé ou du futur, je parle toujours du présent. Parce que moi, je dis encore. Vous êtes un jeune vieux en fait. Vous voulez parler de l'avenir avec un discours de vieux. J'ai 39 ans aujourd'hui. Et comme la plupart des jeunes, la plupart des jeunes Camerounais qui se lancent en politique aujourd'hui. Vous êtes jeune. Enfin, je suis quand même. Vous êtes jeune que vous, grand frère. Merci beaucoup. Oui, mais clairement, ce sont mes premiers pas en politique. Je veux dire, je n'ai jamais été député par le passé, mais par contre, je peux quand même vous confirmer que je suis candidat dans les députations, dans les Bamboutos, et j'aurai l'occasion d'affronter mes adversaires. Alors, ce ne sont pas des hommes nouveaux, ce sont des hommes anciens. Je suis désolé. Des hommes qui sont le docteur Ngoula n'est pas un vieux. Depuis. Le docteur Ngoula n'est pas un vieux politicien. Le maire de Mbouda, docteur Ngoula, que je connais très bien. Alors, moi, je parle de tête de liste pour la députation dans les Bamboutos. Il était de liste. C'est vous qui parlez de Cameroun nouveau, mais nous on parle de et le roi Tanefo n'est pas un vieux politicien, c'est la première fois qu'il se présente à une élection. Jean-Marie Tanefo, le roi de Bamindida. Aujourd'hui, nous disons que pour avoir ce Cameroun nouveau, il faut avoir des hommes nouveaux. Et ces hommes nouveaux viendront pour la plupart des jeunes partis, notamment du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. On en est là, où clairement on insiste pour dire que d'ailleurs, même cette refondation ne sera même pas possible si tous les Camerounais, tous les jeunes Camerounais ne se mettent pas à s'intéresser à la vie de leur cité. Et vous allez couper les têtes. Est-ce que justement le discours, j'ai failli dire opportun, de la refondation ne ressurgit par l'occasion des enjeux politiques? Mais justement, je voudrais un peu rappeler quelque chose, c'était le mon grand frère Hervé. Tout ce que nous disons, on dit tous la même chose, mais je pense qu'il veut éviter l'expression de refondation. Parce que quand il parle du principe d'adaptabilité, adapter, c'est justement coller quelque chose à l'air du temps.
Et quand on revient dans l'expression refonder, cela veut dire revoir tout ce qui avait déjà été construit à la base pour justement l'adapter à l'évolution du temps. C'est ça la refondation. Et quand je propose aujourd'hui, quand je parle d'un système de gouvernance, je dis le système de gouvernance mérite d'être revu. Et même la forme de l'État, là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Vous avez vu aujourd'hui, si nous sommes dans cette crise qui continue jusqu'au boutiste, on comprend que il y a une question fondamentale qui est celle de la forme de l'État. Et vous avez vu, je suis tout à fait d'accord que si aujourd'hui on revient sur la forme fédérale, je dis bien la forme fédérale, ce serait, on l'a eu en 61, certes, qui a montré quelques limites, mais je pense qu'aujourd'hui, le discours politique et qui se veut actuel, c'est de revoir cette forme de l'État pour que les populations en soient épanouies et que ces populations en trouvent satisfaction. J'ai évoqué tout à l'heure, quand on parle de la refondation, refonder, revoir, refaire à partir de la base pour reconstruire quelque chose. Ça veut donc dire, j'ai par exemple évoqué tout à l'heure l'idée d'un vote qui passe pour l'élection présidentielle, c'est-à-dire que d'un scrutin nominal à un scrutin des listes, c'est très important compte tenu de notre évolution socio-politique et même culturelle. C'est très important de revoir cela. On ne peut plus rester dans une logique de scrutin uninominal compte tenu aujourd'hui de la configuration socio-politique qui dégénère sur un certain nombre de choses que nous voyons aujourd'hui, les velléités identitaires et ainsi de suite. Tout cela part de là. Donc si nous sommes aujourd'hui dans une crise, comme on l'est, avec toutes les stratégies mises en place par l'État pour essayer d'en juguler, on n'arrive toujours pas à revenir à quelque chose de normal, à la paix. Ça veut donc dire qu'il y a donc une nécessité ici de revoir. C'est-à-dire que les bases qui ont constitué la fondation de cet État pour permettre qu'on ait un Cameroun nouveau, comme le président lui-même l'a dit. Dès qu'on recherche un Cameroun nouveau, c'est justement rechercher donc des nouvelles, des nouvelles politiques publiques pour la gouvernance de l'État du Cameroun. Bon, vous voyez, je pense qu'il faut en français facile qu'on cadre le débat pour qu'on n'aille pas dans tous les sens. Dans le mot fondation, la racine du mot c'est fondation. Et les fondations... La base. Non, les fondations... Et c'est ce qui sert de pilier à la structure principale. Attendez, non, je reviens au français facile. Oui. Refonder reviendrait à dire que les fondations ne tiennent plus, il faut les enlever. Et là, j'aimerais tout à l'heure que le professeur de droit, nous dise quels sont les éléments fondateurs d'une république, d'une nation. À ce moment-là, nous aurons un débat pour savoir s'il faut maintenant raser. Moi, je viens d'un groupe, comme on parle maintenant ethnique, de cette région. Nous nous méfions des enfants qui rasent les maisons de leur père. Parce que plusieurs les rasent et n'arrivent même pas à les reconstruire. Vous comprenez? Quand je dis, docteur Essomba, que je me méfie du vocabulaire à l'emporte-pièce, surtout démagogique des nouveaux entrepreneurs politiques, parce que parfois ils ne recoupent pas une réalité. Nous sommes d'accord pour dire qu'une république n'est pas figée. Une république évolue avec son temps et les éléments constitutifs d'une république, d'une nation sont principalement sa population, son territoire, sa manière de s'administrer, qui est un élément secondaire d'ailleurs. Et il faut qu'il s'adapte. C'est-à-dire que tout cela répond pour ne pas ralentir son développement. Je suis né dans ce pays qui avait à peine 2 700 000 habitants. J'ai été dans mon enfance dans un pays de 4 millions d'habitants. Je me suis rendu à l'étranger. Je rentre 35 ans après. Le pays a dépassé le cap de 20 millions et approche les 30 millions. Voilà un pays qui avance et vous ne pouvez pas gouverner un pays de 30 millions d'habitants de la même manière que vous gouvernez un pays de 2 millions d'habitants. Donc de ce point de vue, on ne devait pas avoir d'opposition. Ce qui me dérange, c'est les gens qui veulent rappeler des événements qu'ils n'ont même pas connus. Vous avez entendu le jeune intellectuel qui nous dit « Moi, je n'ai pas besoin de connaître un événement, je me jette. » Mais il a le droit... il a le droit... Il a le droit de sauter du 16e étage d'un immeuble sans filet, mais il ne doit pas entraîner tout le monde dans son saut périlleux. Donc je dis, cette refondation, c'est un assemblage de vocabulaire dont certains sont surannés et qui ne
recoupent aucune réalité. D'abord parce que ceux qui nous parlent de refondation n'ont aucune expérience de l'administration de ce pays. C'est très facile de critiquer, on peut faire. Et plusieurs d'entre eux n'ont jamais été même chefs de classe. Maintenant, en tant que citoyens, nous devons dire la porte n'est pas fermée à la réflexion. Quelles sont les conditions d'adaptation? Je vais acheter ce livre pour lire parce que je m'ennuyais dans la campagne présidentielle avec les candidats dont le sien, qui n'avaient que des propositions irréalistes. Par exemple, arracher les terres aux gens. Et je découvre aujourd'hui que, tiens, il y a des candidats qui avaient des gens avec de belles plumes et la pensée comme ce nouveau candidat dans les Bamboutos. Mais pourquoi ils n'ont pas utilisé? Vous êtes toujours dans le système, la stratégie de l'opportunisme. C'est-à-dire que vous dites, bon, le peuple camerounais veut qu'on chasse Bolloré du port autonome de Douala. Ah oui, nous sommes pour. Vous ne dites pas les raisons pour lesquelles vous pensez qu'on doit faire cesser une concession qui n'est plus rentable pour le Cameroun. Nous, on est d'accord avec tous les débats. Et pour préciser, Louison et Somba, parce que tu as l'habitude de nous critiquer et tu n'aimes pas quand je te le rappelle. Tu es libre de critiquer en tant qu'universitaire. Mais je crois qu'il faut au moins prendre le temps de connaître le fond de la pensée du président Biya avant de donner une interprétation fantasmagorique. Vous dites qu'il a parlé pour le libéralisme communautaire? Il a lu, mais il interprète à sa manière. Okay. Parce que lui et moi, nous ne sommes pas opposés sur le fait qu'un pays doit s'adapter. Il enseigne à ses étudiants. Mais quand il s'agit que c'est le président Biya qui l'a dit, il réduit ça à une voiture qui est à 0 km à l'heure. Or, c'est une vitesse qui veut dire nous devons aller ensemble, mais dans la solidarité. Vous voyez, le candidat, là, il a les mots justes pour flatter les électeurs. Mais lui et moi, on ne devrait pas avoir d'opposition parce qu'il faut s'adapter. Votre opposition est opportune parce qu'il y a campagne électorale. Ah oui, et puis parce que certains d'entre eux ont dans leur composition génétique, n'est-ce pas, les gènes de démagogie. C'est-à-dire qu'un pays... Voyez-moi, non, je termine là-dessus. On a parlé des infrastructures tout à l'heure. Ce pays a eu la chance de gagner les Coupes d'Afrique des Nations sans presque d'infrastructures comme vieillit. Et aujourd'hui, le président dit, le moment est venu qu'on donne à cette jeunesse des infrastructures qui lui permettent d'amplifier ses résultats. Voilà un exemple d'une décision d'adaptation et qui fait que ces infrastructures, ceux qui ont joué au stade Aqua, où la tribune s'est effondrée, ça n'a plus rien à voir avec le stade Bapélepé, même si on dit que le kilomètre de ciment était à 700 000, ça n'a plus rien à voir, monsieur. Voilà la différence entre nous. Je remercie Hervé Emmanuel d'avoir reprécisé la formulation. La formulation. Tout à fait. La refondation. Parce que je ne suis pas dans la démarche d'enjoliver ce qu'il y a là. Il fait bien de le dire. Le problème national camerounais a été mal posé au départ. Donc nous sommes aujourd'hui sur une bâtisse avec une mauvaise fondation. Ah, vous voulez clair. Bon, voilà, on est sur une bâtisse avec une mauvaise fondation. N'ayez pas peur. Et parce qu'il y a une mauvaise fondation, il faut reconstruire. Et pour reconstruire, il faut faire une fondation solide. Donc détruire l'ancienne fondation. La fondation solide dont je parle, je dis, c'est les problèmes de base. Si ces problèmes de base ne sont pas résolus, 50 ans plus tard, on aura les mêmes problèmes. Parce que, en 61, on a fait une réunification factice. Ça donne ce que ça donne aujourd'hui. En 60, on est allé à l'indépendance sans constituante. Ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Ils ont forcé les portes ouvertes. Non, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Donc, le problème national camerounais consiste à ce que les Camerounais s'asseyent, se regardent, se parlent. Les hectolitres de sang qui ont coulé dans ce pays méritent une reconnaissance, méritent réparation aussi, parce qu'il y a un responsable, c'est la France. Il faut le dire, oui. Et il faudrait... France, mais justement... C'est un pays qui est en Europe, justement, c'est les Camerounais qui doivent s'asseoir pour le dire. Puisque d'ailleurs, leur champion est arrivé ici et a reconnu cela. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas pousser?
Et ça donne combien de... Alors, mais combien de... Oui, depuis que la problématique, depuis les indépendances, que la problématique est posée, on a l'impression que vous-même qui la portez, vous patinez. Je veux dire qu'on a du mal à voir le progrès de ce débat, ou du moins il ne reste qu'au stade du débat, mais sa mise en œuvre, ou alors pouvoir convaincre la majorité de l'opinion des populations pour davantage marteler cette question-là, ça ne donne pas l'impression de... Oui, on peut avoir cette impression-là. On peut avoir cette impression-là. C'est une impression. Oui, on peut avoir. C'est une impression. La preuve est que ce qu'ont dit nos dévanciers aujourd'hui reste valable. Et l'instrument, c'est-à-dire le véhicule qu'ils ont utilisé, malgré les turpitudes, continue de tourner. L'UPC. Tout à fait. L'UPC existe? Bien sûr. Oh, écoutez, alors, on va vous poursuivre pour animation d'une... Tu ne vas pas insulter la mémoire de ton père en disant que l'UPC n'existe pas. Non. Alors, donc, nous disons... Vous êtes candidat dans combien de circonscriptions au Cameroun? Parlons concrètement. Bon, alors, concrètement, justement, est-ce qu'il y a les élections au Cameroun? Tout ça fait partie de la refondation. Justement, parce que voilà ça fait partie de la refondation. Moi, j'ai été écarté, comment c'est un candidat? Pour le boycott. Pas pour le boycott. On est pour la refonte du système électoral. Ok. Depuis tout à l'heure, on discute de la nécessité de la refondation. Je pense que vous n'êtes pas d'accord qu'il faut refonder, c'est ça? Nous, on est déjà un peu plus loin. J'ai dit le mot est excessif. Nous sommes dans la transformation et l'adaptation. Non, c'est évident parce que votre conservatisme fait que quelque part, vous avez toujours cette peur. Non, mais enfin, je vais dire, je ne vous apprends rien. Si j'étais conservateur, je suis militant de l'UPC. Alors, mais du moins, on constate bien que votre peur à faire à redresser votre chaise. Je crains que vous nous amenez dans une aventure sans issue. Non, clairement. Aujourd'hui, moi, j'observe le Cameroun, j'observe les Camerounais. Je vais dire, quand le minimum vital n'est plus là, je parle de l'accès à l'eau potable, je parle de l'accès à l'électricité dans les zones rurales, par exemple. Je parle même urbain. Je parle vraiment bien habillé et propre, il vient d'un voyage. Vous venez d'une région, il n'y a pas de l'eau. Et vous êtes bien lavé. Pourquoi est-ce que ça passe? C'est-à-dire C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est un des problèmes qui datent depuis la création de l'humanité. Et il ne peut pas être résolu avant que nous n'entrons au paradis. Olivier poursuit. Et ce que vous dites, votre présentation est démagogique. Alors, on ne peut pas clairement aujourd'hui dire que les problèmes du Cameroun, les problèmes fondamentaux du Cameroun, des Camerounais sont de la démagogie. Je pense que c'est des situations que vit... Les solutions que vous proposez sont démagogiques. Les solutions, elles sont là. Comment on refonde le Cameroun? Oui. Mais je n'ai pas besoin de retourner en 1960 pour savoir comment aujourd'hui on refonde le Cameroun. Je l'ai dit. Vous connaissez les fondations du Cameroun? Je l'ai dit en rentrée de jeu. Tout le monde, tous les Camerounais doivent s'intéresser à la vie de leur cité. Nous devons, aujourd'hui le Cameroun c'est quand même 65% des jeunes. Et comment se fait-il que à peine une petite partie de ces jeunes participent par exemple au processus électoral? Nous sommes par exemple pour l'abaissement, mais là je ne suis pas dans le programme politique, mais du moins c'est des choses que nous disons depuis des mois, pour l'abaissement de l'âge électoral à 18 ans. C'est encore une chose, je vais dire, assez curieuse. Vous avez une assemblée générale, enfin une assemblée parlementaire qui est constituée aujourd'hui, une assemblée nationale on va dire, qui est constituée de personnes qui viennent là pour faire les bureaux, il faut le dire clairement, qu'il faut pour faire le bureau à la recherche des business. Je veux dire, notre chambre parlementaire... Mais vous avez créé un parti pour reprendre l'argent public. Et ça vous gêne pas? On est dans une situation quand même assez terrible où notre chambre parlementaire est devenue une simple zone de saisie et d'applaudissement. Nous voulons ces hommes nouveaux pour redonner ce dynamisme, pour critiquer en permanence l'action parlementaire. C'est de ça qu'il s'agit de la refondation, pour proposer, pour contrôler l'action du gouvernement. C'est de ça qu'il s'agit. Et dès qu'on aura installé le PCRM qui s'appelait avant 11 millions, je ne sais pas de quoi, et univers 11 millions de citoyens. Ouais, univers avant, vous mutez toutes les saisons de pluie. Dès qu'on vous aura installé, on va rentrer au paradis. Vous croyez qu'on va... Est-ce qu'on n'est pas finalement dans un cycle... non, puis vous reviendrez. Oui. Je vais dans ce débat qui revient toujours, mais qui n'en finit presque jamais. Docteur. D'où donc cette nécessité de revoir, de repenser l'État. Qui revoir? Comment? Dans quel cadre? D'abord, revoir notre constitution. C'est elle qui fonde l'État.
Par exemple, l'idée du centralisme, vous voyez, tout part du président, tout revient vers le président. Il faudrait revoir cela. Je vais vous dire, j'ai pris du temps de relire la loi du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, en fait sur la décentralisation. On vous dit, au niveau, par exemple, du statut spécial des deux zones dites querellées, le président de la République va nommer le médiateur, mais sur proposition du représentant de l'État et du représentant du département. Vous voyez que l'idée toujours de la nomination ne peut que renforcer l'idée du centralisme. Parce qu'en réalité, étant dans une logique décentralisatrice, on aurait pu nommer le médiateur. Mais vous voyez donc qu'on a toujours cette sensation de faire paraître le président est presque omniprésent et omnipotent. C'est un problème avec le président. Non, pas du tout. Je ne critique pas je ne critique pas pour critiquer M. Evenmaï manière comme je pense que c'est une critique constructive. Quand j'évoque cette idée, c'est pourquoi? C'est parce que l'idée de l'État mérite, l'État aujourd'hui, tel qu'il est conçu, mérite d'être revu pour justement assurer l'épanouissement des Camerounais. Écoutez, si aujourd'hui, par exemple, j'ai évoqué l'idée de l'élection, par exemple, de liste, on peut penser à autre chose. Mettre en place un système de gouvernance où on met en exergue et en lumière les principes de répression, j'allais dire des répressions radicales. Parce que si aujourd'hui, regardez, on va revenir tout à l'heure sur le sujet de l'éducation. Si aujourd'hui, on voit des gens porter atteinte à la fortune publique, la canne qui nous est glissée aujourd'hui parle d'un problème de gouvernance. L'ODI ne veut pas dire que nous ne sommes pas Camerounais. Ou l'ODI ne veut pas dire qu'on critique pour critiquer de manière négative. Non, l'ODI, c'est justement interpeller les uns et les autres sur la nécessité de voir dans quelle mesure mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, l'honneur gardien de l'État du Cameroun, c'est l'impunité. Quelqu'un ne peut pas détourner de l'argent et on le voit, ça devient une atteinte à l'ordre public. Et dans le fédéralisme, il y aura zéro. Non, dans le fédéralisme, chaque État aura son autonomie. Non, écoutez, chaque État aura son autonomie et on verra ce qu'il y aura de défaire. Donc, moi, je pense, député, je chute par là, qu'il faudrait qu'on s'accorde sur ce plateau. Si on veut continuer de garder la conception jacobine de l'État, mais on y reste et on verra les résultats. Donc d'où la nécessité donc, de repenser l'État du Cameroun. Oui, vous avez posé une question très importante là tout à l'heure et je rebondis sur ce qu'a dit le docteur Isomba pour parler ça de manière peut-être plus audible. Vous demandiez pourquoi nous qui sommes là depuis et nous proposons, ça n'avance pas. C'est un problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance. Depuis, nous sommes en 2020 à 19 ans de multipartisme, 20 ans de multipartisme. Mais on sait très bien que les partis politiques, notamment le mien, a des propositions qu'il ne peut pas exposer. Pourquoi? Parce que un monsieur sous-préfet de son bureau dit qu'on ne doit pas s'exprimer. Alors comment faire? Alors si on enseignait l'histoire à l'école, les Camerounais se seraient indignés qu'en 1991 on créa un parti politique portant le nom de l'Union des populations du Cameroun au Cameroun. Mais justement, le peuple a laissé passer cela, tout simplement parce que le peuple ne savait pas. Alors, donc, aujourd'hui, le grand frère est très content de voir ce désordre créé par eux-mêmes dans leur propre camp. Alors, donc, ils ont créé une UPC, ils ont activé cette UPC, ils ont mis sur le terrain, ils l'ont atomisé, et aujourd'hui, ils sont en train de préparer le terrain pour un nouveau leader sur le terrain qu'ils ont aménagé. Et qui s'appelle? Il est sur votre droite. Bon, alors, non, comprenons-nous. Je crois qu'il y a un problème parce que on peut avoir le même objectif, mais simplement pour les questions de vocabulaire, on se donne l'impression de ne pas aller dans le même sens. Qu'est-ce que c'est qu'un État? Que ce soit la forme, que ce soit la République fédérale ou le système à l'allemande avec des landais, un État s'administre, il faut une bonne gouvernance.
Ce n'est pas parce que vous êtes un État fédéral que vous avez la garantie d'une bonne gouvernance. Si vous prenez le prototype mondial dans la typologie des États, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, malgré les quêtes de péréquation, il y a des États pauvres, il y a des États qui reculent, qui ont l'application de la peine de mort, il y a des États plus ouverts. Et ce sont des États fédérés. Bon, donc notre débat ne se trouve pas là, mais je voudrais quand même dire pour le docteur Lujan et son mari enseigne des générations d'étudiants que certains deviennent administrateurs civils, et ce sont ces générations-là qui prennent parfois des décisions. Revenir au système du fédéralisme, ce serait un recul institutionnel. Maintenant, la régionalisation est l'occasion d'amplifier la gouvernance. Pourquoi? Parce que, comme disait Napoléon, on peut administrer, il faut administrer de près et gouverner de loin. Et là, nous n'avons pas de divergence, docteur. Nous pensons que ça ne pouvait plus continuer où un chef de bureau dans un ministère lambda décidait de la mise en place d'une fontaine en Comodo. Non, c'est terminé. Vous comprenez? Ça doit être une décision qui ne dépend même pas du maire, qui dépend du conseil de district ou de quartier. Vous comprenez? Donc tout cela a été pris en compte. Et c'est la raison pour laquelle le président a proposé ce saut qualitatif d'une régionalisation réussie et qui passe en sorte que le sentiment d'appartenance de chacun d'entre nous ne se trouve pas frustré par rapport à la nation, parce qu'il y a ce caractère lointain qui comporte l'arrogance du sens unique. Et dans cette démarche, vous y voyez une refondation implémentée par le président? Député, vous avez l'habitude de vouloir m'imposer un vocabulaire. Maintenant, je vais vous considérer quelque chose. Si vous n'entendez pas le fait que dans le Cameroun nouveau que propose Paul Biya au Camerounais, vous appelez ça refondation, dont acte. Utilisons le mot refondation. Mais ce que je ne sais pas dans la refondation d'Olivier, n'est-ce pas? Et je vais lire ce livre toute cette nuit. C'est le fait de faire comme si rien n'existait avant. Et est-ce nihilo, il va créer le paradis. Je dis ce discours est démagogique et dangereux. Alors, vous comprenez? Pourquoi? Parce que, je donne un exemple. Vous dites que vous voulez créer une nouvelle république du Cameroun. Quand vous dites recréer une nouvelle république, ça veut dire que vous allez effacer tout ce que le Cameroun a d'historique? Absolument pas. Ah ben nous, voilà. on est bien sur ces amplitudes de changement. Il y a des amplitudes de changement qui nous permettent de continuer à vivre. On parle bien de modèle basé sur le progressisme. Olivier, le progrès, c'est progressif. On commence à être d'accord. On commence à être d'accord. Ça veut dire que vous partez de quelque chose. Mais maintenant, il faut améliorer cette chose. C'est ce que nous avons appelé l'adaptation, la reconnaissance de l'évolution. Je veux faire une parenthèse polémique parce que ça ne concerne pas Olivier. Je suis toujours assez estomaqué du culot de ceux qui revendiquent être les héritiers de l'UPC de Oumioben. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que moi je l'ai dans les gènes. Mais quand vous avez une association... Non, là on va faire la politique. Non, mon cher, tu sais ce que je veux dire, on l'a dans les gènes. Non, non. Il y a des familles où on est UPC. Non, non, pas du tout. Écoutez. Pas du tout. Ok, mais je l'ai connu avant vous. Quand on voit des gens qui n'arrivent pas à s'entendre que pour s'excommunier et qui sont incapables de gagner la moindre élection parce qu'ils s'auto-détruisent et qui disent qu'ils veulent gouverner le Cameroun, j'ai peur. Vous comprenez? En politique, quand on ne comprend pas ce que vous dites, c'est que vous vous exprimez mal. En politique, quand vous n'emportez pas la volonté majoritaire du suffrage du peuple souverain, c'est que le peuple ne vous approuve pas. Vous, à l'UPC, vous êtes comme une maison de passe, et je m'excuse pour le mot. Ok, je retire. Okay. Vous êtes comme un canet. Tu retires le mot et tu donnes le mot. Tu vas retirer un troisième aussi. Vous êtes comme toutes les UPC sur le dos. Vous demandez. Je suis vacciné. Lui, quel est son sort? Donc, c'est ce que je vais dire. Vous, à l'UPC. Non, attends. Tu as voulu parler de Cameroun. Tu as utilisé plusieurs fois là. Cameroun nouveau, que tu attribues à Paul Biya. Oui. Non, c'est une signature de Wandi Ernest. Ok, bon. Wandi Ernest, d'ailleurs, à propos de Wandi, j'ai été tout à l'heure, j'ai été l'autre jour, j'ai clôturé là-dessus, ceux qui pensent qu'il a été assassiné. C'est un héros, d'accord? Quand je te parle des héros, des fondateurs de l'UPC, ce sont des gens qui avaient un courage incroyable, un amour que nous n'avons pas
aujourd'hui de ce Cameroun. Donc, ce n'est pas en cause. Mais ce que je dis qui n'est pas bon pour vous, et je reviens là à ce que tu ne veux pas que je dise, c'est que vous n'avez même pas une organisation minimale pour conquérir le pouvoir. Vous êtes des gens, et d'ailleurs je ne sais pas de quel UPC toi tu es, même comme nous connaissons bien. Tu es de l'UPC de Cananis, tu es de Bazaguel, tu es de qui, de Bapol-Lipos. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut créer, je vais te laisser la parole. Il faut en créer davantage. Il faut en créer 80 ans avant. Il faut en créer davantage. 80 ans après. Alors je termine en laissant, si le ministère de l'administration territoriale a réussi à faire que on sache qui parle au nom de quoi, c'est parce que vous-même, vous êtes comme des chauves-souris, on ne sait pas qui porte quel drapeau et où il va. Et je le dis contre ce qui m'a bercé, c'est-à-dire mon propre père. D'accord? Et je dis donc il n'y a pas plus le problème de l'UPC, ce n'est pas Atanganji qui reconnaît le truc, le problème de l'UPC. On parle de la refondation. Ce sont les hommes et les femmes qui ne savent même pas où ils sont. Et on fera la refondation pour nous au RDPC. Ah, non, oui. Mais nous, on en parle. On fera un dernier tour, de table sur la première thématique. Mais moi, je dis pour nous. Donc, nous allons parler de Cameroun nouveau comme si je dis ce que nous comprenons ne se fait pas. Mot de fin sur cette problématique. La différence entre vous et nous, c'est que nous sommes aux affaires. Et quand nous proposons quelque chose, nous la mettons en application. Et la refondation, pour nous, ça veut dire l'adaptation, la création, l'amélioration de la gouvernance, la réponse aux grands défis du XXIe siècle et la construction d'un pays d'avenir, un et indivisible. Qui doit se faire avec qui? Mot de fin avec sur la refondation. Évidemment. Y compris avec les popcorn. Vient de prendre le Non, attention. Nous, en tout cas, on pense que cette refondation... On commence par le mot de fin sur la refondation. Je pense qu'avec la mise en place du grand dialogue national qui s'est tenu, dont nous attendons encore un certain nombre de recommandations sur le terrain de la pratique, ça répond au sujet de l'heure. C'est vrai que Hervé insiste sur le principe d'adaptabilité, mais moi je pense qu'il faut revenir sur le concept, et je crois que c'est bien choisi, celui de la refondation. C'est-à-dire qu'on touche les bases, l'essence. Parce que n'oublions pas quand même ceci. On ne peut pas exclure le fait qu'il y ait des avancées au Cameroun. On ne va pas l'exclure. Mais retenons quand même que pour qu'on aille un peu plus vite dans l'idée de la constitution de l'idéologie nationale, à la constitution du développement de notre État, il faut qu'à un certain moment donné, on se regarde dans les yeux et on essaie de retoucher ce qui semble essentiel dans la vie d'un État. Aujourd'hui, nous avons les questions de vivre ensemble qui se posent avec acuité. On doit rechercher les voies et moyens pour les résoudre. Vous savez qu'en réalité, il s'est d'abord constitué l'État avant la nation. Donc nous sommes dans l'idéologie de la Constitution nationale. Et pour cela, il est important et nécessaire de voir dans quelle mesure réfléchir sur un certain nombre de principes, des bases baptismaux pour essayer de voir comment revoir et reconstruire notre État du Cameroun. Olivier, mot de fin sur la refondation du Cameroun. Évidemment, c'est pour nous une question où il va falloir, en tout cas pour arriver dans ce cheminement où on veut un Cameroun nouveau, derrière mettre aussi en place ces hommes nouveaux. Parce que derrière cette histoire, il y a ce besoin récurrent des Camerounais de voir le renouvellement de la classe politique, le rajeunissement même de cette classe politique qui va permettre au Cameroun d'atteindre ce cap de l'émergence, de mettre en place ce Cameroun nouveau, et ça se fait par donc ces hommes nouveaux qui vont arriver au pouvoir, et je crois qu'on est dans cette ligne là. Oui, je dis aux grands frères de ne pas avoir peur. On n'a pas le couteau entre les dents. Quand nous pensons que les Camerounais doivent s'asseoir, parce qu'il y a 2 familles politiques au Cameroun, il n'y en a pas beaucoup. Contrairement à ce qu'on pense. Alors. Il y a le moule nationaliste et le moule colonialiste, dont tu es la locomotive. Donc, nous disons que la refondation dont nous parlons passe par, premièrement, le regroupement, le rassemblement des UP6. Parce qu'aujourd'hui, c'est une évidence que le désordre que vous avez créé a fait que, à l'intérieur de l'UPC, il y a certains qui ne sont pas UP6 et il y a des UP6 qui sont en dehors de l'UPC. Donc, la première chose, c'est le regroupement des UP6. Et nous travaillons là-dessus. Notamment avec
des organisations comme l'Alliance patriotique qui travaillent pour le rassemblement des UPCistes. Deuxièmement, la construction d'un vaste mouvement populaire, c'est-à-dire qui associe les UPCistes et les autres forces patriotiques et progressistes. Et comme le PCRN. Je ne sais pas, je ne peux pas juger. Non, je ne sais pas juger parce que le PCRN, pour moi, n'est pas un parti UPCiste. Ah bon? Non. Non, je le dis, le PCRN n'est pas un parti UPCiste. Je connais un parti UPCiste. Et j'ai écouté le principal dirigeant du PCRN qui a dit que ses modèles, c'est Aïdjo et Macron. Ouais. Deux ennemis séculaires de l'UPC. Donc, ça ne peut pas être un parti. On ne peut pas résumer l'UPCisme à Aïdjo et Macron. L'UPCisme, c'est quand même un mouvement partagé par tous les Camerounais. Non, moi je voulais vous concéder une chose. Je pense que la mise en place d'un Cameroun nouveau impose la circulation des élites. J'aime pas la guerre entre les générations parce que je connais des jeunes qui sont des vieux du point de vue intellectuel et des vieux qui restent très jeunes, c'est-à-dire ouverts sur la modernité et le développement du monde. Donc quand je rencontre des hommes ouverts comme ce jeune Olivier, je dis c'est le Cameroun de demain, il faut le faire avec eux, il faut qu'on crée les conditions qu'ils puissent être heureux d'être dans ce pays. Mais je suis inquiet parce que quand il écrit un excellent ouvrage comme là, il plonge dans le culte de la personnalité. J'ai essayé de lire tellement télégraphiquement le nombre de fois il a prononcé Cabral. Sur les 15 chapitres de son livre, il a prononcé presque 16 fois. Il fait comme vous, je vais terminer là-dessus. Paul Biya, bonjour. Paul Biya, bonsoir. Voilà. Non, je peux vous dire que le président Biya ne Merci, Cabral Lévy. Le président Biya, Cabral que j'aime bien, mais parce que j'aime bien, je lui dis la vérité. C'est un entrepreneur politique, vous le savez. Et son business a l'air de marcher. Et son business dérange plutôt une organisation en voie de disparition plutôt qu'un parti aussi dynamique que le DPC. Merci, donc, je termine là-dessus pour dire que... Quelle est cette organisation en voie de disparition? L'UPC, naturellement. Après le MRC. Donc, parce que le MRC est devenu un parti la résurrection. Si l'UPC devait disparaître, elle aurait disparu depuis longtemps. Je termine en disant ceci. Nous sommes d'accord. On n'a pas 70 ans. Nous sommes d'accord majoritairement pour dire que notre pays doit tout le temps s'adapter et avoir des bases qui nous donnent la capacité de construire un pays où tout le monde est heureux. Transition et puis deuxième thème. J'ai peur des démagogues. Transition et deuxième thème. Évidemment, Kering Gando déjà à l'ère du bravo. Et nous balance du Tara. C'est pas plus mal dans tous les cas. On va parler d'un sujet un peu grave. C'est vrai, la fondation ne l'est pas moins. La crise des violences en milieu scolaire. Mardi de la semaine dernière, on a tous vécu cette scène dramatique. Un élève de 4e au lycée de Colbison qui assassine lâchement son professeur. Évidemment, on va peut-être pas rentrer dans les méandres de la justice parce que l'affaire est désormais entre les mains du procureur de la République. Mais nous, on va mener la réflexion, peut-être une réflexion intellectuelle, en espérant pouvoir dégager des solutions pour que le commun des Camerounais, surtout les élèves ou alors le corps enseignant, le corps de l'éducation dans son ensemble puisse s'en approprier. Hervé, au regard de cette actualité-là, on s'est interrogé autour d'un certain nombre de concepts. On a observé l'environnement de ce lycée qui n'est pas trop différent des autres. On a parlé de Colbison aujourd'hui. Hier, il y avait le lycée d'Edo qui a attiré l'attention des uns et des autres. Il y a 1 ou 2 ans du côté de Hier, il y avait Obala. Il y a eu Obala, mais je veux dire à Fumban, on a vu un proviseur qui s'était fait assassiner par des élèves. Bref, l'environnement scolaire. Et on s'interroge au regard de l'attentisme des autorités, peut-être pas seulement administratives, mais dans l'ensemble, il y a quand même un certain nombre de défaillances qu'on peut regretter, qu'on peut observer. Vous avez la même interrogation? Bon, je vais parler au ralenti parce qu'il y a un enseignant syndicaliste ici ou sympathisant des syndicalistes et je ne voudrais pas être mal interprété. Député, quand vous voyez un fait divers d'une extrême gravité qui est un drame, comme ce qui s'est passé en Colbison, les gens ont tendance à réduire cet événement
au lieu géographique et n'essaye pas de voir la globalité du problème. J'ai, dans mon âge et mon expérience depuis que je suis rentré dans ce pays, eu la chance d'être dans la famille de l'éducation. Je dis la famille parce qu'on réduit souvent ça aux enseignants ou aux élèves, étudiants et tout. Mais c'est une famille parce que les acteurs de cette famille, certains sont même invisibles, qui sont les parents, jusqu'aux grands-parents. Et quand vous voyez un fait dramatique comme celui qu'on a vécu en Colbison, et avant celui qu'on a vécu en Colbison dans X nombre de lycées ou établissements scolaires au Cameroun, il faut avoir le courage de dire que ce n'est qu'un aboutissement d'un ensemble de démissions qui vont de la famille, des organisations religieuses, de la société civile. Écoutez, moi, quand j'étais jeune, j'ai été membre de la jeunesse chrétienne protestante, la JAPé. J'ai été membre, j'ai été scout et éclaireur. J'ai été, aujourd'hui, prenez les gens, les jeunes, vous trouvez très peu de jeunes qui sont même impliqués, à part certains qui ont la chance de s'engager dans la politique, vous trouvez très peu de jeunes qui sont associés à une œuvre qui leur apprenne la socialisation. Vous verrez à l'école arriver des enfants qui n'ont pas mangé depuis plusieurs jours, qui voient leurs parents battre leur maman, se battre entre eux, qui vivent dans une maison où le grand-père est chômeur, le père est chômeur, la mère ne fait rien, et ils vivent. Donc, quand vous arrivez dans tout cet ensemble, de temps en temps, des faits comme cet assassinat, cette mort dramatique de ce jeune enseignant de 25 ans, viennent vous interpeller. Et donc, aujourd'hui, c'est une crise globale de l'éducation, de la responsabilité des différents acteurs du milieu. Donc, il ne faut pas réduire ça. J'entends certains dire, oui, il y a le tramol à l'école. Il y en a eu avant. Avant ça, il y avait le banga. Nous n'en avons pas pris. Et certains disent, il y a ceci, cela. Nous n'en avons pas pris parce que nous avions un cadre et en plus, on nous enseignait l'éducation et tout. Aujourd'hui, aller à l'université, Louison, pour devenir star dans le campus, devient l'ami des gens qui ont peut-être sont pas loin de son âge, pourtant c'est lui l'enseignant. Donc il n'y a plus cette espèce de relation verticale et la peur des transgressions. Donc ce qui est là, moi je veux avoir l'humilité pour dire que nous devons faire quelque chose. Mais il ne faut pas dire que c'est la crise de l'éducation, c'est la crise. Non, oui, il y a une demande de meilleure éducation, de développement de la situation des enseignants. J'ai été président du conseil d'établissement d'un très grand lycée de cette ville, qui connaît aussi ce genre de problème, le lycée Mongo. J'ai vu dans quel état se trouvent les enseignants. Merci. Ils ne sont pas souvent bien payés. Ils doivent devenir des assistants sociaux parce qu'on leur donne des enfants qui eux-mêmes n'ont plus les parents pour les éduquer à la maison. Donc, quand il y a un phénomène comme celui-là, il faut interroger la société Olivier. Et interroger avec humilité. Moi, la question que je me pose toujours, c'est pourquoi nos autorités ne prennent pas des mesures fortes lorsque ces situations, ces événements se produisent. Ce sont quand même des événements gravissimes. Je veux dire que lorsque... En faisant quoi, par exemple? Enfin, des mesures fortes. Alors, on va y arriver sur les solutions. Nous avons nos pistes de solutions. Mais du moins, quand on a en charge la sécurité, le suivi de la sécurité public, il y a un moment où on doit penser à des mécanismes. Je veux dire, un enfant qui se retrouve dans une école avec un couteau, ça veut dire que dans le quartier, il est déjà forcément avec ce couteau, évidemment. Donc ça veut dire que quelque part, nous, si je suis par exemple, je ne sais pas, sous-préfet, j'aurais bien aimé, ou maire, j'aurais bien aimé que les policiers municipaux soient un peu plus nombreux pour pouvoir surveiller, pouvoir former. Alors évidemment, enfin, vous allez comme tout de suite mettre en place la question financière, mais du moins il y a les idées proposées. Qu'est-ce qu'on fait lorsque on voit des enfants circuler avec des couteaux dans des stades de football avant qu'ils n'aillent à l'école avec ces mêmes couteaux? Vous voyez ce que je veux dire? Donc les policiers municipaux, ils peuvent bien faire ce travail de sensibilisation, de moralisation et même de sanction. Enfin, on va arriver aux solutions de manière plus détaillée. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que nous sommes en face d'une vraie fracture sociale. Oui, une fracture sociale qui met en relief, d'une part, les parents et les enfants, et d'autre part, les enfants et le corps enseignant. Et quand un enfant n'arrive plus à retrouver en son professeur le modèle tel que nous l'avons connu. Moi, j'ai fréquenté au lycée bilingue de Deido, classe de 3e et de 4e. Et vous savez, lorsque le drame de Blaireau s'est produit,
avec l'aide des camarades de 11 millions de citoyens, nous avons organisé, moi j'ai financé l'organisation d'une conférence éducative dans le cadre des activités de l'association 11 millions de citoyens, où des jeunes ont rassemblé des parents d'élèves de Bepanda. D'ailleurs, je crois que la conférence était très bien déroulée jusqu'à ce que Enio coupe la lumière un peu tard vers 20h et que la conférence finisse finalement en queue de poisson. Mais je veux dire, nous sommes dans des initiatives, et nous, lorsque nous sommes dans les partis de l'opposition et même peut-être un peu dans la société civile, nous proposons ce type de solutions. Mais on ne nous sommes pas entendus. Et je me souviens la solution depuis que vous parlez? Mais je me souviens d'ailleurs, attendez, écoutez bien. Je me souviens d'ailleurs que nous avons eu tout le mal du monde pour obtenir les autorisations préfectorales nécessaires pour organiser cette mini-conférence, cette mini-discussion causerie éducative. Donc, on est en face d'une situation où tout le monde se déresponsabilise. Je vais dire, les autorités en premier, ils se prenaient à l'époque un malin plaisir de ne pas octroyer les autorisations. C'est vrai qu'à l'époque, on était bien. Voilà. Donc, voilà, il y a des solutions proposées. On y arrive tout à l'heure. Voilà. Il est là. Oui, j'ai bien aimé la peinture de mon grand frère, qui, bon, c'est une belle peinture de notre société. Oui. Et bon, mais ce qu'il n'a pas fait, c'est dégager les responsables. Il évite de dégager les responsables. On va y arriver. Mais tout à fait. On va y arriver. Moi, j'ai attaqué d'abord l'enseignant. Tout à fait. Quand il aura répondu, on va y arriver. Donc, il a bien fait de le dire. Moi, j'étais responsable de la jeunesse étudiante chrétienne dans ce pays ici. J'ai fait le scout, j'ai fait la jeunesse ouvrière chrétienne. Et puis, bon, quand nous sommes allés à l'université, nous avons fait la formation civique. Bon, alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est plus le cas, mais qui est responsable? Tout le monde. Qui est responsable? Tout le monde. Alors, donc, à un certain moment, on a dit aux Camerounais, l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Comme si les écoliers n'allaient pas être les politiciens demain. 11 millions de plus que chez les écoliers. Bon, donc, je crois que nous revenons au premier thème. C'est-à-dire que il faut refonder tout. J'ai vu sur le net, vous avez certainement vu passer ça, une salle de classe de Touboro de 400 élèves. Oui. Je ne sais pas si vous avez... C'est du n'importe quoi. Il faut quand même arrêter. Il faut arrêter. Il est poursuivi. Je dis, j'ai vu sur le net. Bon, alors, donc, il y a des problèmes. Ces problèmes, le manga, oui, qu'il y avait dans les établissements à notre temps, bon, ça ne circulait pas comme ça. Ça rentrait jamais à l'établissement. Voilà. Ça ne circulait pas comme ça. Pourquoi? Parce que les parents nous encadraient très bien. Voilà. Et nous savions que c'est dangereux. Nous savions que quand on disait quelqu'un a fumé le manga, cela veut dire c'est déjà un fou. Absolument. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui. Or, avec l'importation des portables, des téléviseurs, bon, donc, et pendant 60 ans, nous n'avons pas été capables d'avoir un système éducatif camerounais. Ça alors? Ah oui. Ça alors? Ah oui, mais bien sûr. Aujourd'hui, ce qui pose aujourd'hui le problème de revendication de système anglophone et de système francophone. Il mélange tout là. Non, je ne mélange pas tout. Je dis nous n'avons pas un véritable système éducatif national. Arrête. Allez-y, terminez. C'est moi qui donne la parole, c'est pas Hervé. Non, Hervé, je ne me suis pas arrêté parce qu'il a demandé. Enfin, l'enseignant prof, c'est cette violence. Moi, je me pose juste 3 questions. Est-ce que être Camerounais, c'est une fatalité? Je dirais non. Non, on n'est pas non plus. Est-ce que c'est une fatalité d'avoir choisi la fonction d'enseigner? Aux États-Unis, les jeunes de 10 ans se lèvent avec des armes et tirent sur leur enseignant, tout le reste aussi. Et leurs parents? Je dis peut-être oui, peut-être oui. Mais est-ce que c'est une fatalité générationnelle? Peut-être lui aussi. Parce que je dois vous avouer que les agents de la socialisation sont au nombre de 3. La famille, l'école et la religion. On a et la religion était un élément d'apaisement et même qui vous dissuadait de faire quelque chose. Je pense que dans certaines écoles même publiques et même privées, moi je fais un peu d'école privée,
Il y avait de la religion. L'école des bourgeois. Il y avait de la religion. Alors, regardez aujourd'hui, M. Dipita, un faisceau d'indices. Un lundi, c'est un sous-préfet qui met un enseignant à genoux dans l'impunité totale. C'est un militaire qui tabasse un surveillant général à Bonassama. Dans l'impunité totale. Il vous bandit ses gars. C'est pas vrai. Comment ça? Ils ont subi les sanctions. Non. Ils n'ont rien subi. Même modération de fréquence. Non, Hervé, nous suivons toute cette actualité, je le révèle, et je pense que je le révèle de manière fidèle. Non, ce sont des faits. Ils n'ont pas été inquiétés du tout. Vous voyez, un parent, parce que estimant que l'enseignant est payé au jeton, manque de respect à un enseignant. Et à la dernière minute, l'apprenant en qui nous transmettons le savoir se transforme en une attitude méprisante et criminelle en endroit de... Mais c'est inimaginable cela. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire? Je voulais simplement dire que, M. Dipita, on parlait de la refondation tout à l'heure. Quand vous voyez un peu en Corée du Sud, le fonctionnaire le plus payé, c'est un enseignant. Vous allez ici, je dis, Hervé va dire que je critique pour critiquer, je suis un enseignant, je souffre dans ma chair. Quand je forme un enfant ici, un Tchadien, qui a son 2A, quand il monte, il retourne au Tchad, il est plus payé que moi. Vous comprenez un peu? Donc ici, c'est mon Tchad. Ça veut dire que nous sommes dans la structuration en Afrique, les derniers, et même dans la sous-région, les derniers, en termes de traitement salarial. Donc, je commence d'abord à piétiner, à mettre le pied dans la fourmilière au niveau de l'État. C'est l'image qui est projetée, qu'on projette sur les enseignants qui peut justifier un tel mépris. Parce que regardez, mon collègue en Côte d'Ivoire, je pars un peu plus loin, en Côte d'Ivoire au Sénégal, docteur chargé de cours, il a 1 800 000 francs. Tout est alimentaire dans ce... Non, et justement, notre salaire est essentiellement alimentaire, monsieur Evan Magrecom. Quand vous vous retrouvez chez maman Élise le dimanche, avec les paix et coum, vous dépensez plus de 300 000 francs. On l'a dit. Oui, mais justement, non, c'est pas pour que vous avez... Je te confirme. Oui, voilà, vous dépensez dans le salaire d'un enseignant d'université. Mais c'est extrêmement grave, Hervé. Donc, ce que nous disons, c'est que aujourd'hui, les parents ont tout abandonné aux enseignants. Exactement. Je dois vous avouer que à l'université, je parle le cas que je connais puisque j'enseigne, vous avez aujourd'hui, quand vous arrivez peut-être à une salle de travaux dirigés, vous avez tous les étudiants qui sont aguerris, captifs, réceptifs, enfin aguerris sur leur téléphone portable, c'est-à-dire personne ne lit la fiche de TD que vous avez préparée à l'avance. Et quand vous arrivez, vous leur posez une question. Qui a lu la fiche? Vous voyez, personne ne l'a lu. Et ils passent les examens, les concours. Et voilà, c'est le produit qu'on en va faire comment? On est obligé de les former. L'approche par compétence n'est pas celle qui est utilisée à l'université. On les évalue tous au même titre et au même moment. Ce que je voudrais dire, disons-le, l'État du Cameroun doit arrimer nos salaires aux standards africains. L'État du Cameroun doit veiller justement sur l'enseignement parce que quand nous menons les piliers d'un État, vous avez en tête l'éducation. Après l'éducation, vous avez la santé. Après la santé, vous avez l'agriculture. Et après l'agriculture, vous avez la justice. Voilà les 4 piliers qui, dans un État, lorsque un pilier commence à être faussé, ça peut dégringoler. On peut arriver. Et là, j'enchaîne avec vous, Hervé, avant que vous preniez la parole. On entame donc les responsabilités. Je veux dire que quand un enseignant entre dans une salle de 60 élèves, l'enseignant sur le plateau a évoqué le volet salarial. Quand un enseignant, quand même, se retrouve à manger les beignets avec ses élèves. Non, nous avons tous les motos. Voilà. Ils vont au bar. Ils vont avec les ils élèves. Ont le dream, ils vont chercher les étudiants. Ouais, je veux dire que quand on interroge quand même la chaîne de responsabilité, vous avez interpellé la responsabilité collective tout à l'heure, à la fin de la journée, la violence a fait vert quand même à s'installer dans les établissements scolaires. Non? Bon, je voudrais qu'on soit d'accord sur quelques principes. Moi, je suis pour une société où c'est pas à l'État d'éduquer mon enfant. Il faut savoir une société de liberté qui éduque l'enfant. Comprenons-nous très bien. Attendez, non, je vais arriver. Je vais dire que on est plutôt d'accord. Voilà. Je vais dire que c'est chez moi que mon enfant doit avoir ce qu'on appelle le réarmement moral de base, qui lui apprend la distinction entre le bien et le mal.
Et quand j'ai tenu ce propos, c'était pas pour renvoyer sur les enseignants. Moi, je vous dis, parce que je vis avec plusieurs d'entre eux, je trouve qu'il va revaloriser le statut de l'enseignant sur toute, que ce soit du périscolaire, de l'enseignement secondaire jusqu'à l'université. Il faut revaloriser cela. Mais là où je pense que c'est surtout vraiment les causes de la violence, parce que c'est ça le sujet aujourd'hui. Parce que l'État lui-même, l'infrastructure de l'éducation lui-même est dans un état où la population a dépassé les capacités d'accueil. Allez au poulailler à l'université ici, quand j'entends que tous ces gars sont doctorants, laissez-moi dire que ça me fait rire. Et même ceux qui passent le temps à insulter les gens sur les réseaux sociaux, ils font 19 fautes de français dans 3 phrases. Vous comprenez? Donc, nous avons une interpellation où, par la violence, nous nous rendons compte que est-ce qu'on a tous les moyens pour contenir et donner l'éducation qu'il faut à cette jeunesse. Là, de ce point de vue, c'est la responsabilité de l'État. Parce qu'il faut qu'elle forme cette jeunesse. Mais maintenant, quand vous avez des enfants qui sont capables, comme Olivier le disait tout à l'heure, de se balader dans les quartiers armés, comme ce qu'on appelle les microbes aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on parle de tout cela. Bon, là, on voit quand les rues agressent. Quand la criminalité juvénile entre à l'école, ça devient très visible, mais il y a une criminalité juvénile des enfants qui sont hors du système scolaire, qui est pire encore. Moi, j'ai le fils d'un voisin que j'ai employé et qui est venu me voler du matériel, et c'est incroyable. Et ses parents vous disent, écoutez, disons, vous avez des familles aujourd'hui où les enfants entrent avec des téléphones portables, des téléviseurs, ils rentrent avec plusieurs appareils. Personne ne pose la question, monsieur, d'où cela sort, il ne travaille pas, il est en âge, il devait aller à l'école. Donc, les parents même deviennent ce qu'on appelle des receleurs. À domicile, et ils entretiennent cela jusqu'au jour où boum, il y a un problème, et ils disent, ah, mon fils, je ne savais pas qu'il faisait ça. Il y a des enfants qui viennent avec des motos chez eux, les motos qu'ils ont volées. Donc je dis que toute cette question doit être prise en compte et que nous provoquons un débat global, que cette société qui d'abord met le jeune en danger est devenue dangereuse pour nous-mêmes les adultes, et il y a des corps institutionnels comme les enseignants. C'était inimaginable à notre époque que quand ton enseignant te parle, que tu puisses ouvrir la bouche. Parce que moi, ceux qui m'ont enseigné, c'était ma deuxième famille. Mais aujourd'hui, vous ne coupez pas. Le parent avait plus, l'éducateur ou l'instructeur avait plus d'autorité que le père. Mais bien sûr. Parce que quand le père vous disait, je vais dire à l'enseignant, mais écoutez, moi, je veux dire que nous sommes encore au stade de la dénonciation, tout le monde dénonce, mais personne ne veut dire qu'il y a des responsables. Mais là, je termine là-dessus. Moi, j'ai dit qu'il y avait plusieurs niveaux de responsabilité. L'État doit prendre sa part de responsabilité dans les capacités d'accueil, la condition des enseignants, la sécurité aussi. Mais il ne faut pas avoir la notion de sécurité démagogique. Parce que si vous voulez installer le BIR à l'entrée de chaque lycée, comme au lycée de Dedo, ça ne marche pas. Si vous voulez installer les caméras, oui, comme le gouverneur de la région littorale avait proposé les caméras, oui. Si vous voulez, mais je pense que c'est depuis la maison qu'il faut commencer à voir quand est-ce que le jeune déraille et quand il devient un danger pour la société. Et donc, ça ne sert à rien de grossir le problème parce qu'il est rentable à cause du caractère dramatique. Le problème se grossit de lui-même à partir du moment où il y a mort d'homme. Ah oui, mais nous sommes tous responsables. De mon point de vue, c'est clairement une chaîne de responsabilité. Nous avons parlé des parents d'élèves, des familles qui ne prennent plus le temps ou qui n'ont plus le temps de suivre leurs enfants. Moi, je sais par exemple, les enfants abandonnés. Moi, je sais par exemple que dans certains pays, même depuis l'école maternelle, les enfants ramènent leurs cahiers et les parents doivent signer à chaque fois les cahiers. Les enfants imitent les signatures maintenant. Moi, j'ai aussi fait le collège Alfred Sacker. J'ai connu un très brillant professeur, Feu Moukoko Priso, qui était mon professeur de mathématiques. Qui était de qui était pour moi un modèle absolu, pas par ses connaissances mathématiques qui nous dispensaient, mais par les méthodes, par la moralisation qu'il apportait à chaque fois que nous avions l'occasion de nous rencontrer dans les salles de classe. Et aujourd'hui, j'ai des camarades un peu partout dans le monde qui ne jurent que par ce nom de monsieur de Moukoko Priso. Donc je dis, oui, voilà, il est décédé. Par son nom, comme je l'ai dit, j'étais à son deuil. Donc je vais dire, à un moment donné, il faut que
nous permettions au corps enseignant de jouer ce rôle. Et pour cela, il faut évidemment revoir un tout petit peu leurs conditions quand même. J'assiste à des situations assez cocasses à Galim où j'ai des vacataires qui touchent à peine 35 000 francs le mois. On les appelle les enseignants des parents. Les enseignants des parents, enfin bref, c'est des histoires. Derrière cela, ils sont pour certains obligés de racketter les enfants pour avoir un peu plus d'argent, de trafiquer des notes. Donc dans ces conditions, comment voulez-vous que l'enfant demain respecte le professeur? Non, il ne pourra pas. Donc il y a le rôle, donc la responsabilité des parents d'élèves, je l'ai dit, la responsabilité du corps enseignant, la responsabilité aussi de cet État qui ne donne pas de l'institution qui ne donne pas assez de moyens pour. Mais derrière aussi, n'oublions pas, M. Dipita, il y a la responsabilité des médias. Je vais vous dire, aujourd'hui on parle des cas de Douala, de Yaoundé, parce que c'est les capitales. Mais savez-vous combien de cas comme ça nous avons eu à Galim ces 2 dernières années? Et encore, il y a de cela un mois, un cas identique à celui-ci, un jeune qui a été poignardé dans un bar, il est décédé sur le champ. Oui, jeune fille qui a engossé par son enseignant. Et donc, dans ces conditions, personne n'en parle. Personne n'en parle. Et même, je peux vous dire une chose assez curieuse. J'ai investi, parce que nous sommes toujours dans l'éducation, dans la sensibilisation. Nous avons organisé une conférence éducative à Galim. Les Galimois peuvent le témoigner. Ils étaient nombreux à assister à cette conférence éducative au centre du marché de Galim, où les parents d'élèves sont venus poser des questions. Vous qui le parti politique? Non, attention. 11 millions de citoyens. 11 millions. Peu importe. Aujourd'hui, c'est un mouvement participatif. Des gens qui pensent que ce que nous faisons a une certaine utilité pour la société, ils s'y mettent avec leurs moyens, avec leurs efforts. Et moi, c'est comme ça que je le fais pour cette ville de Galim. Alors, donc, on arrive à des situations où on est obligé de faire des choses. Et derrière, même quand on invite certains médias, ils viennent, on les paye, ils viennent pour qu'ils diffusent l'information, mais très souvent, il y en a qui ne diffusent pas. Arrêtez de payer, ils viendront. Donc, on va ils achètent tout. Arrêtez de payer, ils viendront. Alors, si on ne paye pas, personne ne viendra parce que ce n'est pas la capitale. Non, du tout. Olivier, si vous nous aviez appelé, nous, à STV, on serait venus. Surtout sans payer. Bon, Olivier, il a des gardes du corps. Voilà un jeune, 39 ans, qui a du talent, il est bien mis, et il marche avec des gars du corps en plein Douala. Bon, c'est normal, tu plains quoi? Je n'ai pas de gars. Ah, ben ils sont là. Ah non, ça, c'est les militants. Je parle sur. Ça, c'est un point de Je parle sous le contrôle du grand frère. Quand nous étions à Neubel, quand on était enfant, et justement, il y a ça d'assez particulier, c'est-à-dire Neubel était un regroupement par communauté. Absolument. Neubel Bassa, Neubel Bamleki. Ça existe toujours. Mais les enfants de Neubel étaient ensemble. Ouais. Et maintenant, ce que je voulais surtout relever, c'est que quand nous faisions une bêtise, les grands frères comme ça, nous faisaient. On les corrigeait. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu peux toucher à l'enfant de quelqu'un? Nous avons vu des parents aller agresser les enseignants et ça. Attention, il y a des petits qui te disent maintenant, papa ne fait pas que je te manque de respect. C'est-à-dire que ce ne sont pas ses parents qui viennent, c'est le groupe de microbes qui vont t'attaquer. Et ils ont des lames. Moi, il y a un qui m'a dit, ah tiens, si tu continues, je vais te manquer de respect. J'ai dit, ah bon? Voilà, donc maintenant, il y a la résolution du problème revient principalement à l'État. Principalement à l'État. Et en organisant le système scolaire. En l'organisant. Et notamment, tout à l'heure, il a évoqué mon maître, Mokoko Priso, notre secrétaire général de regrettée mémoire, qui a écrit un livre. La transition Cameroun, la transition dans l'impasse, où il y a une grande partie réservée aux propositions pour résoudre le problème éducatif. Donc vous avez le monopole de la vérité. Non, ce n'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Ne me prête pas. non, c'est pas ce que je dis. Donc, il faudrait au moins écouter cela, même si on n'aime pas la personne. Mais il faut écouter les enseignants, ça c'est incroyable. Mais tout à fait. Alors, évidemment, ils ont la solution au problème qu'ils par exemple, dans son livre, il regrette une chose, que pour l'éducation, il y a 10 ministres qui s'occupent de l'éducation. Et comme nous savons
comment ils s'embrassent très bien dans le gouvernement. Les uns se marchent sur les pieds, les uns marchent sur les pieds des autres, ainsi de suite, ça crée une certaine cacophonie. Donc, il faudrait recentrer l'éducation dans un seul. Non, ça marche. Oui, ça marche. Vous savez quelle est la population des enseignants au Cameroun? La population toute catégorie des enseignants. Elle est plus importante que celle de la France. Non, la population des enseignants, oui, elle dépasse 1 million de personnes. C'est-à-dire des enseignants de la maternelle jusqu'à l'université. Oui, tout à fait. Et le ministère dit de l'éducation est la plus grande direction des ressources humaines d'un État. La gestion efficace de ce ministère fait qu'il faut quand même distinguer les étages de formation, parce que l'universitaire qui fait en même temps la recherche n'a pas exactement le même problème que le maître de CE2, de CM1. Ce n'est pas là que se trouve le problème. Mais je suis d'accord avec toi, l'État doit faire quelque chose. Il doit réguler, il doit introduire des principes, par exemple la tolérance zéro sur la violence, il doit introduire la discipline, l'enseignement de l'instruction civique. Beaucoup de ces enfants n'ont plus de sens. Et il faut qu'on le leur donne. Mais maintenant, quand il arrive un bobo, c'est pour ça que je dis, la glissade commence souvent à la maison. L'enfant commence à la maison. Alors, je suis d'accord avec toi. Mais justement, il faut le dire, le docteur Essomba va certainement le confirmer. Aujourd'hui, l'enseignement, c'est un pis-aller. Un pis-aller. Donc, on devient enseignant parce qu'on n'a pas trouvé autre chose à faire. C'est dommage. Avant, c'était la crème. La crème allait à l'enseignement, suivi de la santé. Et les cancres, on les déversait dans l'armée. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, deux axes pour terminer. Nous formons, par exemple, il y a un cas suffisamment grave. C'est-à-dire que des enseignants qui sont sortis de l'école normale, qui ne sont pas employés et qui partent toucher 35 000 francs dans des établissements privés. Alors, quel enseignement attendons-nous? Alors, deux axes pour terminer. Hein. D'abord, cette absence d'indignation collective. Je veux dire que... de la société. Non, tout le monde s'est indigné. Peut-être pas avec les mots justes. Par exemple, madame le ministre de l'enseignement secondaire. Vous allez répondre. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, les propositions de la classe politique. Là également, on n'a pas vu beaucoup de politiques s'exprimer. Je veux dire qu'on a le sentiment que finalement, ce sont les médias, cette fois, qui ont porté cette question, qui ont révélé qui ont montré ce qui s'est passé, qui ont porté les rares voix qui ont dénoncé. Les médias voulaient faire le buzz. Ils n'ont pas porté la question parce qu'ils voulaient la résoudre. Dans tous les cas, même à travers le buzz, la question a été posée sur la place, publique. Donc il y a cela. Donc je voudrais qu'on observe cette absence d'indignation collective, mais aussi la voix pas très forte cette fois-là des politiques. Vous me direz peut-être qu'ils sont un peu pris par la campagne électorale, mais on ne les a pas beaucoup entendus. Alors, proposition des politiques et l'observation au regard de cette indignation. Oui. Je commence par vous et ce sera le dernier tour de table. J'ai été le week-end dernier à la célébration d'un enseignant. Oui. Je peux donner son nom. Le patriarche Guillaume Moué-Lekombi, père de l'autre, a eu 90 ans. Et je peux vous dire que c'est un spectacle incroyable. Des gens que vous ne pouvez pas soupçonner dans la République qui venaient dire merci à leur maître. Voilà. Vous voyez? C'est-à-dire, j'ai regardé ce monsieur qui est un chef traditionnel et quand on a retracé sa vie, j'ai dit, ce monsieur, c'était le sacerdoce, comme on devient pasteur, comme on devient tout. Aujourd'hui, comme vous disiez, on met du tout venant dans un milieu et qui fait que les repères, les balises d'alerte, parce que c'est eux qui ont en charge de conduire la population de demain. Ils sont plus révoltés. Donc, moi, je pense qu'il y a une crise de statut de l'enseignant. Et il y a une crise de l'éducation parce que on n'a pas mis suffisamment de barrières. La proposition pour en sortir. La proposition, c'est l'ordre. D'abord parce qu'un État doit se donner les moyens de ses ambitions en termes nationaux. Et aujourd'hui, il faut continuer à augmenter les moyens de l'éducation jusqu'à l'enseignement supérieur. Et deuxième chose, on n'enseigne plus un enfant
en 2021 comme on enseignait un enfant en 1960. Merci. Il faut lui imposer la discipline et un enfant, quel que soit son âge, si c'est un criminel, il faut avoir la rigueur pour le... Merci. Olivier. Oui, mais enfin, en termes de solutions, je veux dire qu'il faut quand même constater que les problèmes que nous rencontrons dans les établissements publics ne sont pas les mêmes que nous rencontrons dans les établissements privés. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose. C'est cette rigueur. Il y a la drogue dans les établissements privés. Enfin, je veux dire, on constate quand même qu'il y a une certaine rigueur lorsque les choses sont gérées par d'autres personnes que lorsque c'est géré par l'État. C'est un constat, c'est un fait. Maintenant, on peut épiloguer sur ce désintéressement collectif. Pourquoi on ne s'indigne pas? Mais une chose est sûre, c'est que rien ne sert d'en parler simplement. Il faut agir et prendre des mesures fortes. Je dis encore, j'attends ces mesures fortes, une seule, qui a été prise au niveau de l'État pour dire non, stop à cela, voilà ce qu'on va faire, même si derrière on doit critiquer cette mesure. Donc, et en termes de solution, alors, puisque nous sommes... Vraiment un mot, hein, nous sommes en fin d'émission. Oui, évidemment. Oui, c'est une chose qui est évidente. Pour moi, il faut arriver à un moment donné à instruire civiquement les enfants. Et j'ai pensé à cette instruction civique obligatoire à partir de 16 ans. D'un mois, les enfants peuvent le faire à partir voilà, et puis après ceux qui 16 ans c'est un peu tard, enfin même un peu, oui, et puis rester, ceux qui sont volontaires peuvent rester et continuer, voilà, donc c'est un service civique obligatoire, ça c'est une des propositions, on en a d'autres, hein. Un fidèle téléspectateur qui nous regarde régulièrement depuis la France, qui ne m'a pas donné l'autorisation de donner son nom, mais qui propose quand même d'installer des portillons automatiques pour dépister les armes blanches au lieu des caméras. Je suis d'accord avec vous. Voilà, dans tous les... voilà, c'est concret. Oui, bon... métallique, un détecteur de métaux. Voilà. Détecteur de métaux. Bon, il faudrait, je crois, le manque d'indignation, je ne pense pas, les gens se sont indignés, mais peut-être que tu t'attendais à ce qu'on occupe les rues. Par exemple, bon, les enseignants certains ont mis des vêtements noirs. Ils ne l'accepteront pas. Non, mais attendez un peu. Mais la famille de l'enfant qui a poignardé son enseignant est aussi dans le drame. Mais tout à fait. Personne n'accepterait que son enfant devienne un assassin. Non, mais tout à fait, on ne dit pas le contraire. Donc, la solution, je reviens au premier thème. La nécessaire transition. Alors, il faut remettre... Non, le premier thème, c'est la refondation, ce n'est pas la transition. Non, mais je dis dans la refondation, il y a cette nécessaire transition. Et la refonte du système éducatif doit rentrer dans cette transition. Mais pourquoi vous n'avez pas mis ça dans vos programmes politiques? C'est dans mon programme politique. Olivier, toi, tu le dis. C'est dans mon programme politique. L'enseignant... Il y a le site qui s'appelle www.mon-député-bamboutos.com. Attention, on n'est pas encore en campagne. L'occasion d'y aller. Je vais te donner le découvrir plein de choses. S'agissant de l'indignation, j'aurais quand même voulu que le Premier ministre fasse une descente sur le terrain. Parce que, par exemple, je veux pas le ministre de l'enseignement secondaire, il était déjà... Non, ça c'est une question. Le proviseur était absent. Il est celui qui applique de manière matérielle la politique définie par le président de la République. Je pense que c'était aussi un peu comme dans le grand dialogue. Notre Premier ministre a suffisamment de l'énergie. Il aurait pu, au sommet de l'État, représenter le chef de l'État, faire une descente inopinée pour que que la conscience nationale puisse vraiment se raffermir autour de cette question. Bon, au niveau des solutions, bien entendu, réintroduire les cours de morale et surtout même les cours de religion. Parce que la religion joue un rôle très important aujourd'hui. Non, mais quelle religion? Il y a des religions qui demandent aux enfants de quitter leurs parents qui sont devenus des satans. Ok. Ah oui, je crois que le téléspectateur qui nous suit depuis la France a fait une proposition qui me paraît significative. C'est justement installer des caméras qui puissent détecter l'usage ou le port des métaux par les élèves ou les apprenants. Vous êtes pour qu'on baisse l'âge de la répression pénale des délinquants? C'est-à-dire à 18 ans maintenant. C'est une des solutions, hein, mais simplement quand un enfant a un compas dans son sac, il peut aussi faire mal avec un compas qu'avec un couteau. Donc projectons-nous un peu, allons un peu plus loin. Il y a une proposition, je ne sais plus de qui, mais je l'ai suivi sur un média qui n'était pas non plus, je veux dire que j'ai senti assez pertinente. Faire un partage de peine entre le parent et l'enfant. Je veux dire un enfant. Je termine la proposition. Oui. C'était un enfant comme celui-là qui tue son enseignant et qui prend peut-être 20 ans de prison, on donnerait 10 ans aux parents
Et 10 ans l'enfant. Vous voulez quoi? Ce débat a eu lieu en France. Ce débat a eu lieu en France, où on a dit qu'il fallait retirer les allocations familiales aux enfants qui posaient des problèmes à l'école, à leurs parents. Ben écoutez, la responsabilité pénale est individuelle. Mais c'est vraiment un débat. La responsabilité pénale est individuelle, mais un enfant mineur est sous la coupe de son parent. Écoutez, député, moi je vais vous raconter une histoire qui me concerne. J'ai incendié l'école de Kongmondo le jour où on avait assassiné Ruben Ouniobé le 13 septembre 1958. Mon père l'a payé 3 ans avec ses modestes revenus parce que j'ai incendié une salle de classe, d'accord? Et jusqu'à sa mort, je lui ai dit, je ne devais pas faire cela de cette manière parce que j'ai augmenté à ta peine dans ce que tu subissais, quelque chose que tu n'avais pas organisé. Voilà. Je ne pense pas que les parents doivent être responsables des faits de leur enfant. Par exemple, le père de l'assassin, les parents de l'assassin, la mère, le père a disparu. Elle est plus malheureuse oui, bien sûr. que tout le monde. Le père a disparu. Oui. Voilà, la mère est plus malheureuse que tout le monde. Elle ne sait plus ce faire. Bien, monsieur, merci. Merci infiniment de vous être à nouveau prêté cet enjeu, mais à cette réflexion, pour évidemment apporter une esquisse de solution ou de proposition de solution aux questions qui se posent à la société. La Fondation du Cameroun en a parlé en premier thème, et puis cette question sur la crise, parlant de la violence en milieu scolaire. On espère vous avoir apporté des réponses ou alors des propositions de solutions qui sont peut-être implémentées. On a également eu des informations assez généreuses parlant du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations de football qui concerne la catégorie des moins de 20 ans. Oui, tout à fait. Que le Cameroun a organisé en avril. Merci à vous également d'être restés jusqu'à tard ce soir pour regarder cette autre édition de Carte sur table. Messieurs, je peux rendre hommage à quelqu'un. Quand j'ai vu Abel Mbengue dans les réunions du champ, je me dis il y a quelque chose de magique parce qu'il faisait le reportage des matchs lorsque le Cameroun avait raté sa coupe ensemble. Il est là aujourd'hui. Il est là aujourd'hui avec une vitalité incroyable. C'est dit que l'organisation essaie de mettre autour de la table tout le monde autour de la expertises. Joseph Antoine Bell, la société civile, Gabi Chen, député Tongo, Alex Sewe, c'est magique. On aura l'occasion évidemment de suivre toute cette actualité jusqu'à qui sait peut-être, et on le souhaite vivement. Et on invite Olivier à Timbuktu. La victoire finale en 2021, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à cette équipe pour laquelle on travaille assez gentiment. Bonsoir et à mardi prochain pour Carte. Ah non, il faut le dire. Dès jeudi, nous rentrons dans les programmes spéciaux consacrés à la campagne électorale. Donc Carte sur table va faire une pause et on reviendra après. Bonsoir. Tu m'offres, tu es un capitaine.